Bonjour à tous, excusez mon retard, ça roule assez mal, enfin c'est pas un scoop. Je suis à l'autre bout du 15e, le 15e est grand. C'est beau mais c'est loin. Et donc je voulais simplement prendre quelques mots la parole avant de la rendre tout de suite à la présidente de votre conseil de quartier, parce que je voudrais vous annoncer donc un changement que vous connaissez déjà par définition, en tout cas au niveau du conseil de quartier. Il y a déjà eu une réunion, je pense, de pré-conseil, qui est le changement d'adjoint. Vous aviez jusqu'à présent un adjoint qui s'appelait Alphée Roche-Noël, qui est ici d'ailleurs, je l'ai aperçu. Il est où, Alphée? Voilà. Bon ben voilà. Alors il change de côté, si je peux dire. Voilà, Alphée Roche-Noël, qui est un excellent adjoint, j'en profite pour le dire, bouge-toi les oreilles. Donc tu as mis la barre très très haute, parce que c'est vrai que Alphée excellait dans ses interventions, en tout cas au conseil d'arrondissement. Bon, ce qu'il faisait au conseil de quartier, vous pouviez le voir, puisqu'il était présent à vos côtés, mais je peux vous dire qu'au conseil d'arrondissement, il défendait de façon tout à fait acharnée son quartier. Je n'ai pas compté un seul conseil d'arrondissement où tu n'es pas intervenu pour un sujet ou un autre concernant tes deux conseils de quartier, donc bravo. Et bien on peut l'applaudir, parce que vraiment, voilà. Et ces applaudissements montrent que le défi à relever est très très lourd, très très difficile. C'est pour ça qu'on a choisi une femme d'ailleurs, parce qu'on savait que ça se passerait forcément bien par définition. Louise Agathe Charpentier, qui jusqu'à présent était conseiller d'arrondissement, chargé des crèches, quoi, auprès de l'adjointe chargée des crèches, et que j'ai décidé d'affecter à ces deux conseils de quartier, Citroën Boussicot et Vaugirard Parc d'Exposition, pour remplacer Alphée qui nous quitte. Voilà, même s'il est là, voilà, bon, modestement installé, humble comme à son habitude dans le public. Peut-être qu'il va poser des questions, peut-être qu'il va attaquer de façon virulente, d'ailleurs, peut-être venu pour ça d'ailleurs. Mais Alphée a choisi de se consacrer à d'autres fonctions. Alors je ne sais pas si on peut le dire, mais déjà d'écrivain, si ça te... Voilà, bon. C'est public, c'est sur Twitter. C'est sur Twitter, ben voilà, je vois qu'il y suit. Je vous conseille son livre qui est tout à fait remarquable. D'ailleurs, Géographie de la France, hein, c'est bien ça. Voilà, tu vois, je connais bien mes classiques, qui vient d'être publié. Vous le trouverez d'ailleurs. Alors, je fais la publicité, mais enfin bon, non, parce que c'est quand même normal. Un jeune écrivain qui se lance dans la littérature et ça prend beaucoup de temps. Et donc, vous pourrez d'ailleurs acheter son livre à la librairie Le Divan. Et où j'étais dimanche il y a quelques temps et où je lui disais d'ailleurs, je lui faisais ce compliment, le patron du Divan, M. Touron, que vous connaissez peut-être, qui est la grande librairie du 15e, hein, me disait le plus grand bien de son ouvrage, c'est la graine, une graine de grand écrivain. Donc on attend ton prochain ouvrage avec impatience. Donc c'est pour ça, c'est la seule raison pour laquelle on t'excuse d'avoir abandonné lâchement tes fonctions d'adjoint. Mais en fait, tu voulais faire plaisir, j'imagine, à Louise Agathe aussi, qui du coup monte en grade et se retrouve adjointe de quartier. Bon, voilà, on le dit de façon un peu sympathique, mais enfin, c'est vrai, voilà. Il y a des changements dans la vie des personnes, et ces changements nous imposent, nous aussi, de suivre le mouvement. Donc, Louise Agathe, qui est enseignante d'ailleurs, speak English, n'est-ce pas? Voilà, puisqu'elle est prof d'anglais dans un établissement scolaire, et donc c'est sa profession en tout cas, et elle sera donc l'adjointe de quartier au moins jusqu'à 2020, sous l'autorité bienveillante de la présidente du conseil de quartier, puisque j'ai souhaité aussi, voilà, quelques mois, que les vice-présidents que vous aviez élus dans le collège citoyen soient présidentes et président les conseils de quartier, considérant que voilà, fallait franchir le pas et que c'était vraiment plus opportun que ce soient les citoyens qui eux-mêmes, choisis parmi vous d'ailleurs, d'abord tirés au sort dans le conseil de quartier, ensuite élus par l'ensemble du conseil de quartier, préside les séances en présence de l'adjointe, bien sûr, puisqu'il faut quand même aussi avoir l'expertise des dossiers et les suivre attentivement, surtout que c'est il y a des quartiers où il y a beaucoup de projets, de façon à vous les présenter. Et puis aussi, les adjoints suivent les dossiers auprès des directions. Je remercie d'ailleurs
J'en profite pour remercier deux directions de la ville d'être présentes, la DPSP puis la DPE, c'est-à-dire la propreté et la sécurité, puisque je crois que le sujet que a choisi votre conseil de quartier ce soir, c'est notamment la propreté. Moi, je ne resterai pas pendant tout le quartier parce que j'ai une réunion de commerçants ensuite, encore à un autre bout du 15e. Et alors, non, pas de problème. Et simplement, je voulais être présent pour voilà, encourager Louise Agathe. Et puis, toi, elle fait venir aussi t'encourager, donc c'est très gentil. Et vraiment, c'est un geste qu'on apprécie. Il reste néanmoins conseiller d'arrondissement jusqu'à la fin du mandat. Et il continuera, bien sûr, j'espère, à nous prodiguer ses conseils, ses encouragements et à mener des actions au profit des conseils de quartier, mais maintenant de tout l'arrondissement, finalement. Voilà, c'est simplement ces quelques mots que je voulais dire, en m'excusant encore de mon retard et en rendant la parole à votre présidente. Bonsoir à tous. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui, vous avez dû le voir peut-être sur les flyers ou peut-être pas. On va attaquer directement par la propreté, qui est un sujet bien vaste, je le reconnais. Je ne sais pas du tout... bon, on va voir comment ça se passe. On va essayer de ne pas se disputer les uns les autres. On va donc laisser la parole à Audrey Hort, qui intervient pour la DPE et qui va nous présenter. Vous avez... D'accord, je vous laisse. Merci, bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter un petit peu comment on fonctionne, comment on est organisé sur le 15e arrondissement pour la propreté, la collecte des déchets, les interventions particulières qu'on est aussi amené à faire au sein du service, et puis après les actions de prévention qui sont menées. Et puis ensuite, mon collègue de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection vous présentera comment eux, ils travaillent pour verbaliser les incivilités. Donc, d'une division de propreté, comment ça marche? En fait, bon, il faut savoir que sur tous les arrondissements parisiens, on est plus ou moins organisé pareil. Donc, dans le 15e, on a 285 éboueurs qui travaillent entre 5h30 et 20h tous les jours de l'année, à l'exception du 1er mai, et qui font toutes les tâches de nettoiement, et y compris l'accueil en déchetterie. Ces éboueurs, ils sont encadrés par 45 personnes, donc il y a plusieurs niveaux d'encadrement, qui ont la charge d'organiser le travail des équipes et de s'assurer que le travail est réalisé. Et enfin, on a du personnel administratif et technique qui s'occupe à la fois de suivre les dossiers individuels du personnel qu'on a en division et aussi de suivre les marchés avec les prestataires privés, puisque vous allez le voir, on a certaines prestations qui sont déléguées à des entreprises privées. Donc, sur le 15e, donc les éboueurs, ils sont affectés dans des ateliers. Les ateliers, c'est les endroits où ils prennent leurs services. Donc, vous voyez que sur le 15e arrondissement, on a 7 ateliers dits territoriaux. Les ateliers territoriaux, ce sont des ateliers où les éboueurs sont affectés aux tâches de balayage, de lavage et collecte des objets encombrants. Donc ça, il y en a 7, c'est les petits points bleus que vous avez. Voilà. Donc, 2 ateliers engins du matin. Les ateliers engins, c'est là qu'on a les petits engins de nettoiement de trottoir, les petites laveuses, les petites aspiratrices, et puis les engins pour la collecte des objets encombrants. Donc les agents qui sont affectés dans ces ateliers-là, ce sont des conducteurs. Et ils travaillent donc en matinée, 2 sur le 15e, 2 ateliers d'après-midi également. Ces ateliers-là, ce sont à la fois des éboueurs qui font des tâches de balayage, lavage, collecte des objets encombrants, et des conducteurs. Et leur mission principale, ce sont les déblaiements de marché alimentaire. Évidemment, ils ne font pas que ça, hein, ils font aussi toutes les autres tâches de propreté, mais la mission principale, c'est le déblaiement des marchés. Enfin, une déchetterie qui est au quai d'Issy, les Moulineaux, je ne sais pas si vous connaissez, et puis une mini-déchetterie qu'on appelle le Pointerie, qui est sur le boulevard Pasteur, qui est un petit peu éloigné de votre quartier. Pour ce qui est de la collecte, donc il y a tout un tas de flux qui sont collectés par la mairie de Paris. Je vais vous présenter après comment ça fonctionne. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu. Il faut savoir que depuis le 1er janvier de cette année, les consignes de tri pour tout ce qui est emballage hors emballage en verre ont été simplifiées. Donc aujourd'hui, dans le bac jaune, vous pouvez mettre tous les emballages en plastique, tous les cartons, les papiers évidemment et les emballages métalliques, mais ça vous pouviez déjà le faire. La collecte des bacs jaunes, elle est réalisée 2 fois par semaine. Elle est réalisée par une entreprise privée qui s'appelle Pisorno, et donc entre 16h et 23h selon l'endroit où vous habitez.
Faut savoir que chaque jour, ça représente 4 à 5 bennes de collecte sur tout l'arrondissement et qu'en 2018, on a collecté plus de 9200 tonnes sur l'arrondissement, ce qui fait à peu près 39 kilos par habitant. Donc ça, c'est un chiffre qui est en légère diminution par rapport aux années précédentes, mais très légère. On s'attend à une augmentation avec les nouvelles consignes de tri, puisqu'il y a de nouveaux déchets qui rentreront dans ce bac-là. Pour la collecte du verre, alors là, il y a 2 possibilités pour le verre. Soit vos immeubles sont équipés de bacs blancs et vous pouvez y mettre directement tous les emballages en verre, donc les bocaux, les bouteilles. Soit vous n'avez pas de bac dans vos immeubles et il y a sur l'espace public des colonnes à verre. Donc sur le 15e arrondissement, on en compte 115, dont 6 qui sont enterrées. Et en 2018, on a collecté 6000 tonnes, plus de 6000 tonnes sur l'arrondissement. Pareil, ce chiffre, il est aussi en diminution, légère diminution par rapport aux années précédentes. Et donc, pour ce qui est des bacs blancs, vous êtes collecté 1 fois par semaine en porte-à-porte par un prestataire privé également, qui est l'entreprise Sepur, entre 14h et 20h. Ça représente 5 bennes de collecte pour les jours de collecte où le verre est réalisé. Et pour les colonnes à verre, c'est aussi une entreprise privée qui se charge de collecter les colonnes à verre en fonction des besoins. Il n'y a pas de nombre de vidages établi, ça dépend des colonnes à verre. Donc ça, c'est la répartition des secteurs par jour de collecte. Donc vous voyez que votre secteur pour la collecte des bacs jaunes, c'est le lundi et le jeudi. Et puis pour les bacs blancs, c'est le lundi. Enfin, pour tous vos autres déchets, ou presque, pas les déchets toxiques, mais tous les autres, vous avez les bacs verts. Donc cette collecte-là, elle est réalisée tous les jours, du lundi au dimanche. Pareil, de 16h à 23h par l'entreprise Pisorno. Le seul jour où elle n'est pas réalisée, c'est le 1er mai. Et tous les jours, ça représente 10 à 17 bennes qui tournent sur l'arrondissement. Et donc en 2018, on a collecté plus de 60 000 tonnes dans le bac vert. Pareil, ce chiffre-là est aussi en légère diminution, très légère. Mais là, cette année devrait baisser, comme je vous l'ai expliqué, avec les nouvelles consignes de tri, puisque tous les plastiques que vous mettiez dans le bac vert, maintenant, vous pouvez les mettre dans le bac jaune. En même temps que la collecte des bacs verts, les équipes réalisent la collecte des corbeilles de rue. Donc, sur l'arrondissement, on a plus de 1600 corbeilles qui sont donc vidées le soir pendant la collecte, mais aussi pour certaines, celles qui sont le plus utilisées le matin. On a une collecte complémentaire qui est réalisée par la même entreprise que la collecte de soirée. Les objets encombrants, la collecte des objets encombrants. Alors, il faut savoir que sur le 15e, on est l'arrondissement où il y a le plus d'objets encombrants et de loin, surtout Paris. Donc c'est une vraie problématique pour nos équipes. Cette collecte-là, elle est réalisée par les agents de la ville de Paris. Donc, en 2018, on a collecté plus de 110 000 adresses. Il faut savoir que ce chiffre, contrairement à tous les précédents, il est en augmentation. Il y a 2 ans, on était à 100 000 rendez-vous. Cette année, on est à 110 000. Il y a quelques années, on était à beaucoup moins. Et c'est en perpétuelle augmentation, donc c'est une vraie problématique. Alors, on a des moyens adaptés pour ça. Tous les jours, il y a plus de... C'est entre 9 à 11 véhicules qui sont dédiés au ramassage de la collecte des objets encombrants qui tournent sur l'arrondissement. Et une bonne nouvelle, même si le nombre de dépôts augmente, néanmoins, ce sont les rendez-vous qui augmentent. Il faut savoir que la collecte des objets encombrants, elle est gratuite pour les Parisiens. Il faut prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous à la demi-journée. Donc vous avez les horaires de dépose. Si vous prenez rendez-vous pour l'après-midi, vous déposez entre 11h et 13h. Et si vous prenez rendez-vous pour le lendemain matin, vous déposez entre 20h et 22h. C'est un service qui est réservé aux particuliers. Mais malheureusement, tout le monde ne fait pas appel à ce service-là et on doit faire face aux dépôts sauvages. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le signe positif, c'est qu'aujourd'hui, on a les 3/4 des dépôts qui sont des rendez-vous. Il y a 1 an, c'était plutôt 60% de rendez-vous, 40% de dépôts sauvages. Donc, on espère que ça va continuer dans ce sens-là et je vous encourage à prendre rendez-vous si vous souhaitez vous débarrasser de vos objets encombrants. Ensuite, si vous souhaitez que vos déchets de vos restes de repas, les déchets verts, donc tout ce qui est épluchures, fruits, légumes, fleurs aussi éventuellement, si vous souhaitez les valoriser, il y a une possibilité de compostage. Alors soit
vous vous tournez vers un compostage collectif en pied d'immeuble. Mais dans ce cas-là, il faut que tous les habitants de l'immeuble soient d'accord. Vous avez le contact sur la présentation. Donc il faut savoir qu'à ce jour, sur le 15e, on a 56 sites de compostage collectif, soit en pied d'immeuble, chez des particuliers, soit dans des écoles. L'autre possibilité, depuis 1 an et demi, on distribue des lombricomposteurs individuels. Donc si vous souhaitez disposer d'un lombricomposteur, pareil, vous nous en faites la demande. Donc sur le site internet de la mairie de Paris, la prochaine campagne de distribution, ce sera au mois d'avril. Vous pouvez aussi passer par la mairie d'arrondissement pour faire une demande de lombricomposteur. Et donc à ce jour, on en a distribué 93 sur le 15e arrondissement. Enfin, sachez que les déchets, les biodéchets des marchés alimentaires, donc tout ce qui est fruits, fleurs et légumes, ils sont collectés séparément lorsqu'on fait les déblaiements de marché. Et en 2018, ça a représenté 73 tonnes collectées. Pour vos textiles, vous avez possibilité de les déposer dans des bandes textiles. Sur l'arrondissement, vous en avez 36. En 2018, on a collecté 500 tonnes. Donc pareil, ça c'est un chiffre qui est en augmentation. L'année dernière, on avait collecté 350 tonnes. Et donc ces textiles-là, ils sont soit revendus, soit recyclés. Enfin, pour tout ce qui est déchets toxiques et puis encombrants, électroménagers, gravats, vous avez donc la déchetterie du quai d'Issy-les-Moulineaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le point tri Pasteur, la mini déchetterie qui est boulevard Pasteur, accepte une partie de ces déchets, tout ce qui est petits encombrants et petits électroménagers. En revanche, elle n'accepte pas les gros encombrants et les gravats. Et puis, il y a les trimobiles. Donc, les trimobiles, ce sont des remorques qui permettent de trier les déchets. Donc, les petits encombrants, encore une fois, le petit électroménager et les déchets toxiques, donc les peintures, les solvants, etc. Et sur l'arrondissement, il y a 8 emplacements où viennent ces remorques, une fois par mois. Donc, vous avez la liste à l'écran sur... Ici, vous avez l'esplanade place de la Montagne du Goulet et l'esplanade Max Gage, dans le coin. Pour ce qui est de la propreté, alors qu'est-ce que font nos agents, nos éboueurs? Donc, ils sont affectés aux tâches de balayage, de lavage, l'entretien des pieds d'arbres, le désherbage et la tonte, les déblaiements des marchés alimentaires en après-midi, le retrait des affiches et des graffitis. Donc, sur ce qui est du balayage, vos rues, les rues du 15e, elles sont balayées entre 3 et 7 fois chaque semaine. Quand on parle de balayage, on parle autant du balayage au balai, balayage manuel effectué par les éboueurs, ou du travail des aspiratrices de trottoirs et de chaussées. Donc il faut savoir que sur l'arrondissement, on a 5 aspirateurs de trottoir. L'aspirateur de trottoir, c'est la première photo à gauche que vous voyez. 2 micro-aspiratrices de trottoir, c'est la photo en haut à droite. Cette aspiratrice de trottoir, il n'y a pas la photo, mais je pense que vous voyez ce que c'est. Chaque semaine, on nous met à disposition des services d'aspiratrices de chaussée. Donc ce sont des grosses aspiratrices qui circulent sur la chaussée, qui nous permettent soit d'aspirer les caniveaux, soit lorsqu'on fait du travail coordonné avec des souffleuses, les agents envoient les déchets sur la chaussée et l'aspiratrice récupère les déchets qui sont envoyés sur la chaussée. Et 2 aspire-feuilles. L'aspire-feuille, c'est donc la photo qui est en bas. Ça nous sert principalement à l'automne, au moment de la chute des feuilles. C'est un bon complément aux aspiratrices. Pour ce qui est du lavage des rues, donc sur l'arrondissement, on est entre 2, voire là j'ai mis 4, mais voire 5 lavages par mois. Il faut savoir qu'on dispose de 6 laveuses de trottoir au sein de la division. Et puis, chaque semaine, on a des grosses laveuses donc qui circulent sur la chaussée, qui sont mises à disposition, et on a 32 services par semaine. En complément, une entreprise privée vient 6 à 12 fois par mois. Ça dépend des saisons. En fait, en période estivale, on est à 12 et en période hivernale 6. Et fait des traitements à l'eau chaude haute pression. Ça nous sert notamment sur les souillures d'urine, de graisse et les fientes. Donc, le retrait des affiches et des graffitis, c'est aussi notre service qui s'en occupe. En 2018, il y a donc eu plus de 30 000
mètres carrés de surface affichée qui ont été traités par un service de la propreté, qui n'est pas la division locale, mais qui est un service qui intervient sur tout Paris. Les graffitis, eux, ils sont traités par une société privée, et donc vous voyez qu'en 2018, on a eu plus de 6500 mètres carrés de surface dégraffités. Pour ce qui est de vos signalements, parce que je pense que vous êtes au courant, mais je vais le rappeler pour ceux qui ne sauraient pas, c'est important. Si vous avez des signalements de propreté à nous transmettre, vous avez l'application Dans ma rue. Alors, je vous parle de propreté, mais sachez que c'est aussi valable pour vos signalements de voirie ou de problématiques dans les espaces verts. Donc, cette application, comment ça marche? Quand vous nous faites un signalement, ça arrive dans nos services. On va voir sur place pour constater ce qui se passe, voir si l'anomalie est toujours d'actualité ou pas, parce que des fois, il y a un petit temps entre le moment où vous nous faites le signalement et on reçoit le signalement. S'il y a besoin, on envoie des moyens et ensuite, on doit vous faire une réponse. Donc, il y a plusieurs types de réponses. Soit c'était un signalement qu'on peut traiter dans l'immédiat. Par exemple, vous nous signalez du verre cassé sur un trottoir. Là, on envoie une équipe, c'est enlevé immédiatement. Et donc, on va vous répondre que ça a été fait. Soit c'est une intervention qui nécessite une planification. Et dans ce cas-là, vous aurez un message d'attente qui vous dit que le signalement est pris en compte, mais qu'il doit être planifié et que ce sera fait dans un certain délai. Et le dernier cas de figure, il peut arriver qu'on nous signale des choses qui ne relèvent pas de notre compétence. Et dans ce cas-là, nous, on se doit de transmettre au service concerné et on vous informe de la transmission de votre signalement au service concerné. Depuis janvier de cette année, on a créé en après-midi une équipe d'urgence. Donc il y a 6 postes d'éboueurs qui ont été créés en plus. Notre effectif a été augmenté de 6 éboueurs. Et nous avons aussi été dotés d'un engin supplémentaire pour la collecte des objets encombrants qui est équipé d'un groupe de lavage haute pression. Cette équipe a la vocation à intervenir justement sur les signalements qui nous sont transmis. Donc soit via l'application Dans ma rue, soit les signalements qui sont faits par téléphone au standard de la division, les signalements qui nous sont transmis par la mairie d'arrondissement. Et donc cette équipe, elle intervient en après-midi. Alors, il y a 2 autres prestations qu'on réalise au sein des divisions de propreté. La première, c'est en période hivernale. Donc, en période hivernale, il faut savoir que les trottoirs, s'il neige, doivent être déblayés par les habitants ou les commerçants, donc au droit des locaux. En revanche, nous, mairie de Paris, on doit déblayer et assurer un salage préventif de tout ce qu'on appelle les points stratégiques. Donc les points stratégiques, ce sont les passages piétons, les abribus, les accès aux bouches de métro, les ponts et les escaliers. L'autre activité exceptionnelle qu'on réalise, c'est la pose des panneaux électoraux. Donc lors des élections, ce sont les éboueurs qui sont affectés à ces missions-là. Il y a 71 emplacements sur le 15e arrondissement et on peut manipuler jusqu'à 2500 panneaux électoraux lors des élections. Lors des dernières élections européennes, c'était le cas. Il y avait 36 panneaux par emplacement installés. Donc c'est une mission qui est ponctuelle, mais qui demande des moyens importants. Et quand on s'occupe de la pose des panneaux électoraux, forcément, il y a quelques missions qui sont délaissées pendant 1 à 2 journées. Et évidemment, on effectue aussi le nettoyage des panneaux électoraux à l'issue des élections. Enfin, donc je vous disais tout à l'heure, on sensibilise aussi les habitants aux bons gestes de propreté et de tri. En 2018, c'est presque 7500 personnes qui ont été sensibilisées sur l'arrondissement. La majorité, ce sont des élèves, puisqu'on intervient beaucoup dans les écoles. On a une personne au sein de la division qui est responsable de tout ce qui est communication. C'est Madame Taibi, peut-être que certains l'ont croisée. Elle est très très active, parce qu'il faut savoir que la moitié des élèves sensibilisés à Paris le sont dans le 15e arrondissement. Donc elle sensibilise les élèves, mais elle sensibilise pas que les élèves. On fait aussi des animations sur voie publique, des animations en pied d'immeuble, des formations aussi auprès des gardiens d'immeubles sur comment organiser les locaux de déchets,
pour favoriser le tri. On a fait d'autres, oui, des sensibilisations à l'occasion des vides-greniers et des marchés alimentaires sur la prévention des déchets, notamment le recyclage des textiles ou la prévention du gaspillage alimentaire. Et puis sur la partie propreté, là je vous ai mis en particulier les opérations qu'on réalise avec des éducateurs canins pour encourager le geste de ramassage des déjections canines. Il y a aussi eu des opérations sur le jet de mégots, sensibiliser au fait que on jette pas son mégot sur la voie publique, mais dans les corbeilles de rue. Etc., etc. Et un événement important aussi qui est organisé sur le 15e tous les ans, c'est le troc jouet. Donc pendant une semaine à la mairie du 15e, vous pouvez venir déposer des jouets. On vous remet un bon. Et le dernier jour, ce bon, il vous permet de récupérer les jouets qui ont été déposés, de récupérer un jouet qui a été déposé par une autre personne. Les jouets qui ne sont pas échangés au cours de ce troc jouet sont remis à des associations du 15e arrondissement. Donc en 2018, on a collecté plus de 850 kilos de jouets et il y en a quand même 600 qui ont été échangés et les 250 ont été donnés à 2 associations du 15e arrondissement. Ça, c'est pour la partie prévention et sensibilisation. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue puisque malheureusement, quand la prévention échoue, il y a aussi les actions de verbalisation. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de venir donc de vous parler un petit peu de la gestion des incivilités et d'évoquer aussi la future police municipale, Monsieur Martinez. Vous deviez partir, Monsieur le maire. Donc je vais commencer déjà par faire un petit focus sur la situation actuelle. Donc je suis Patrick Gomez, je suis le chef de la circonscription 7-15 pour la DPSP. Donc c'est une direction qui a vu le jour en 2016, qui est le fruit d'un regroupement de services qui avaient des compétences en matière de verbalisation, à savoir donc le centre d'action de la propreté de Paris. Donc c'était des agents, environ 80 agents qui étaient placé sous responsabilité d'Audrey, qui faisait essentiellement de ce qu'on appelle du règlement sanitaire départemental, tout ce qui est incivilité, déjection, épanchement d'urine. Donc ils travaillaient en civil. Donc ils avaient une action qui était efficace, mais ils n'étaient pas visibles, puisqu'ils étaient en civil. On a également récupéré les agents des parcs et jardins, qui eux aussi disposent d'une compétence en matière de verbalisation, et les agents de la surveillance de Paris, ce qu'on appelle les ASP, je pense que vous les identifiez, ce sont des agents qui étaient payés donc par la ville de Paris, mais qui étaient placés sous responsabilité, sous l'égide du commissariat de police. Donc c'est des agents qui eux disposent d'une qualification d'agent de police judiciaire adjoint, et donc qui peuvent faire plus de choses que les inspecteurs de sécurité aujourd'hui. Donc on a donc regroupé tous ces services, et donc moi au sein de ma circonscription, j'encadre environ 150 agents. Donc une cinquantaine d'inspecteurs de sécurité, une douzaine de médiateurs, je pense que peut-être vous les identifiez puisqu'ils sont pas loin sur le secteur, ils travaillent sur le secteur duplex-Ballard, et ils vont être prochainement, ils sont déjà projetés sur un petit secteur de Falguière. Donc ils sont habillés en grenat, et ce sont des médiateurs qui interviennent, ils font la veille sociale sur les publics en difficulté. Ils interviennent également lorsqu'il y a des petits contentieux, des rixes, ou aussi là actuellement on a un petit souci sur une bibliothèque. Ils viennent régulièrement pour pour rassurer un peu le personnel. Donc voilà, et j'ai également 70 agents d'accueil et de surveillance qui sont dispatchés sur 4 brigades espace vert. Donc, quelles sont nos missions? Donc, au niveau des inspecteurs de sécurité, parce que c'est un peu le cœur du réacteur, on fait 2 types de missions. Mission historique de sécurisation des équipements municipaux. Donc, on travaille sur tous les équipements de la ville, à la demande. Et bien sûr, à l'occasion de cette réforme de 2016, on nous a demandé de mettre l'accent sur les incivilités, la verbalisation et la sensibilisation des riverains sur la problématique des incivilités. Alors, qu'est-ce qu'une incivilité? Pour nous, donc, on nous a demandé vraiment de travailler sur 5 items. Les déjections canines, les dépôts sauvages, les jets de mégots, tout ce qui est crachat, et les épanchements d'urine.
Donc voilà. Donc chaque jour, dans le cadre de leur mission, outre ce qu'on appelle les missions normales de sécurisation, puisqu'on travaille beaucoup sur des plaintes, on travaille régulièrement avec les autres directions de la ville, qui nous saisissent pour des problèmes. Ça peut être un gymnase, ça peut être une piscine, ça peut être un stade. On travaille également beaucoup donc avec les adjoints, soit M. Martinez ou M. Pinet. Et à chaque plainte, on apporte une réponse, c'est-à-dire qu'on programme des missions et on fait des comptes rendus à l'issue de ces missions. Et en parallèle, chaque équipe assure 1 à 2 heures de mission pure de lutte contre les incivilités. Donc où ils vont se concentrer uniquement à travailler, à rechercher l'incivilité. À côté de ça, on a aussi une petite équipe issue justement du CAPP, qui est appelée la cellule de lutte contre l'incivilité, qui eux sont en civil et qui mènent des petites enquêtes lorsqu'on nous signale des rues à chiens ou des problèmes de dépôt. Donc eux, ils se positionnent et ils peuvent rester plus longtemps pour essayer justement de verbaliser les contrevenants indélicats. Donc voilà. Donc au niveau des chiffres, les chiffres, il y a quand même une activité qui a été. Il faut savoir que je travaille sur deux arrondissements. Donc sur 2018, on a dressé 7170 contraventions, des contraventions qui vont de 68 à 135 euros. Par exemple, sur les épanchements d'urine, il y en a eu 258. Si on prend sur le 7e, il y en a eu 1098. Après, ça dépend. Il y a des endroits où ça urine plus. Bon, c'est comme ça. Sur les jets de mégots, on est à 2780 jets de mégots. Donc, vous voyez, donc ça fait pratiquement 3000 contraventions sur jet de mégots. Mais il faut savoir que c'est intéressant parce que la personne qui a été verbalisée à hauteur de 68 euros, elle va parler autour. Ça fait sourire le maire. Mais bon. Je vous parlerai de la police municipale, vous allez l'apprécier davantage. Mais elle parle et il y a une action quand même qui est pédagogique parce que malgré tout, aujourd'hui, on arrive à en faire beaucoup moins, ce qui veut dire que les gens font plus attention. Donc ça a quand même un intérêt. Quand on fait des épanchements d'urine, c'est la même chose, tout ce qui est crachat. Donc en fait, toutes ces incivilités au quotidien, c'est aussi ce qui finit par pourrir la vie des gens. Parce que quand un arrondissement, on jette le mégot, on crache, on urine, voilà, c'est quelque chose qui ne contribue pas à améliorer le sentiment de sécurité. Donc voilà, c'est une partie de nos actions. Après, je vais vous parler des évolutions qui sont qui vont bientôt arriver pour 2020. Donc il faut savoir que au-delà de ces effectifs, donc je dis 150 agents sur les deux arrondissements. En miroir, vous avez également 150 agents qui dépendent de la SDRD, donc de la sous-direction de la régulation des déplacements, donc les anciens ASP. Qui eux travaillent sur toutes les problématiques de stationnement, d'encombrement, de stationnement gênant. Donc ils font partie aussi de la DPSP. Donc pour l'instant, on travaille, on va dire, côte à côte. Et demain, certainement, on sera plutôt fusionné au sein de cette nouvelle police municipale parisienne. Donc en plus de ces effectifs, vous avez ce qu'on appelle la BIP, c'est la brigade d'intervention de Paris. Donc c'est encore à peu près 300 agents qui travaillent au sein d'unités d'appui, donc des agents polyvalents, des motocyclistes, des unités cynophiles et des unités de nuit. Donc tous ces agents, eux, ils sont pas sectorisés, mais ils sont capables de se projeter à la demande. Lorsque moi j'ai des problèmes et je n'ai pas suffisamment d'effectifs, je peux les solliciter et ils viennent en renfort ponctuellement pour donner un coup de main aux effectifs de la circonscription. Donc voilà, donc au-delà de ça, nous, on travaille vraiment en collaboration avec nos partenaires. C'est aussi ce qui fait notre force. Vous voyez, avec Audrey de la DPE, on correspond très régulièrement, on échange des informations. Nous, par exemple, on remarque un dépôt important, on est en lien permanent avec eux, on téléphone, ils viennent, ils enlèvent, donc c'est très réactif. C'est aussi un des avantages comme ça, de cette collaboration. On se connaît bien et on se fait confiance et on travaille ensemble. Donc c'est quand même très intéressant en termes opérationnels. Donc voilà. Donc ça c'est pour la situation actuelle. Donc je vais un petit peu
parler de ce qui se passera demain, c'est-à-dire ce qui est prévu début 2020. Donc là, effectivement, la maire de Paris a annoncé début janvier, à l'issue d'un audit de sécurité qui avait été effectué auprès des Parisiens, qu'elle souhaitait mettre en la création d'une police municipale parisienne. Bon, pour cela, elle a désigné un nouveau directeur, ce qui s'appelle Michel Felquier, qui est un commissaire général de police, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est le grade le plus haut de la préfecture de police, et c'est quelqu'un qui a participé à créer tout ce qui est les BAC, la police ferroviaire, il a travaillé à la police du Parc des Princes, enfin, c'est quelqu'un qui a une très grande expérience et qui a donc été désigné pour justement mettre en place cette future police municipale parisienne. Donc pour l'instant, on est au tout début du processus, hein. Évidemment, les services juridiques de la ville sont en train de réfléchir pour savoir comment, sur quel statut elle va être créée. Est-ce qu'on va être sur une police municipale de droit commun ou est-ce qu'on va être vraiment sur une police municipale spécifique? À mon avis, ce qui sera le cas, puisqu'il y a bien évidemment la préfecture de police. Donc il n'est pas question pour cette future police municipale de se substituer à la police nationale. On viendra en complémentarité. On va bien sûr se positionner sur le créneau de la tranquillité publique. On va occuper à peu près le même espace qu'actuellement, sauf qu'on aura des prérogatives un peu plus élargies qui nous permettront de mieux travailler. Je pense notamment à la qualification d'APJA 21 qui doit rapidement être attribuée à tous les agents, c'est-à-dire inspecteurs de sécurité et ASP. Enfin, ce qui veut dire que nos agents auront plus de pouvoir. Voilà. Bien évidemment, la police, nous on ne fera pas d'ordre public, toutes les missions régaliennes de la police resteront à la police et nous on viendra travailler en complémentarité, sachant que effectivement notre nouveau directeur souhaite que l'on multiplie les missions conjointes avec la police nationale, c'est-à-dire qu'on le fait déjà par exemple sur le 7e arrondissement où il y a des problématiques de vendeurs à la sauvette de Tour Eiffel, donc 2 fois par semaine on met des effectifs, ce qui fait que ça fait du nombre et c'est plus efficace. Et on travaille ensemble. Donc c'est un des axes de travail, collaborer plus efficacement avec le commissariat. Donc bien évidemment maintenir notre collaboration avec toutes les directions de la ville. Donc c'est une police municipale, les agents ne seront pas armés, il n'y aura pas d'armement létal pour l'instant. Donc ils ne seront pas dotés non plus d'une matraque comme ça a été dit dans tous les journaux. Ils sont équipés d'un tonfa, bâton de défense, il y a quand même une nuance importante. Ils ont... Oui, oui, non, mais le bâton de défense n'a jamais été une matraque et n'est jamais... Écoutez, oui, mais ça n'a... Venez en circonscription, je vais vous montrer comment ça marche, le bâton de défense. Non, mais c'est important. Les inspecteurs de sécurité... Les inspecteurs de sécurité sont dotés depuis pratiquement 15 ans de ce bâton de défense. Il n'y a jamais eu le moindre incident. Voilà. Donc, voilà. Et donc, bombe lacrymo, menottes, bâton de défense. Donc, pour l'instant, il n'y a pas question ni de taser, ni d'armes létales. Tout ça pourra peut-être évoluer et certainement évoluera au fil des années. Mais voilà, pour l'instant, il faut un commencement à tout. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur ce qui se passera début de 2020. Et donc voilà, si vous avez des questions, je tiens à votre disposition. Agathe, non? Ah non, madame la présidente. Bon. On va peut-être prendre une série de questions, si vous avez des questions. Je vous en prie. Attendez, le micro arrive. Bonsoir, oui, j'ai une question pour monsieur, parce que je n'ai pas tout suivi. Les agents seront les mêmes pour la police municipale que vos agents actuels? Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, si vous voulez, je vous ai dit, il y a vraiment là je ne veux pas m'avancer, je vais vous dire, là, dans l'état de la réflexion, il y a 2 corps qui se détachent vraiment, ce sont les inspecteurs de sécurité et les ASP. Ce sont des agents qui vont être dotés, justement, les ASP ont déjà la qualification d'agent de police judiciaire adjoint, et donc la même qualification va être donnée très rapidement, normalement, aux inspecteurs. Après, il y a tout le corps des AS, où, effectivement,
il y a une réflexion qui est en cours parce qu'ils n'ont pas vraiment un profil de policiers municipaux. D'ailleurs, ils n'y tiennent pas vraiment. Donc tout ça est en cours de réflexion. Vous savez, dans les villes, vous avez d'un côté des policiers municipaux et de l'autre, vous avez ce qu'on appelle les ASVP, par exemple, agents qui travaillent à côté des policiers municipaux, mais qui ne sont pas des policiers municipaux. Mais pour le coup, il y aura les inspecteurs de sécurité et les SP qui, eux, normalement, devraient être ce qu'on appelle la future police municipale parisienne. Et il y aura aussi, bien sûr, les médiateurs, mais qui, eux, resteront dans leur rôle de médiateurs. Voilà. Une question, c'est pour quand? Alors, normalement, le basculement est prévu début 2020. Voilà. Donc là, on est sur une phase de recrutement de 200 agents. Oui. Là, pour l'instant, si vous voulez, les services juridiques sont en train d'étudier les statuts, de voir comment ils vont monter cette police municipale. Il y a un recrutement de 200 agents. Et normalement, ce qui est prévu, c'est que début 2020, on commence à être sur ce nouveau dispositif. Bon, quelques mots quand même sur ce sujet qui me tient à cœur, puisque moi je réclame une police municipale depuis 2001, ce qui ne rajeunit pas, mais quand même. Bon, d'abord, je me réjouis effectivement que d'abord les agents chargés de tâches de sécurité à la mairie de Paris étaient regroupés dans une nouvelle direction, la DPSP, puisque c'est la réforme que j'avais prévue moi-même quand j'étais adjoint au maire de Paris chargé de ces questions en 2000, et que la municipalité nouvelle qui est arrivée en 2001 a stoppé et n'a pas mis en œuvre. Mais elle l'a mis en œuvre 15 ans plus tard. C'est bien, je ne peux pas dire que c'est mal, puisque moi je l'avais proposé il y a 15 ans. Sauf que je dis, attention, si on fait la guerre de 40 avec les moyens de la guerre de 14, on risque pas de gagner la guerre, quoi. Donc ça ne suffit pas. Je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, il est nécessaire d'avoir une police municipale. Jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître, mais bouchez-vous les oreilles, la maire de Paris et son prédécesseur ont toujours refusé nos propositions à nous, opposition, de créer une police municipale. Il n'y a pas un conseil de Paris depuis plus de 15 ans dans lequel ils n'ont pas proposé, peu ou prou, une police municipale. Donc cette proposition a été refusée depuis 2001. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec les élections, je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain, mais peut-être certains le disent, hein, mais moi je ne veux rien dire là-dessus, je ne veux pas polémiquer, mais aujourd'hui, la maire de Paris propose une police municipale. Très bien, ça va dans la bonne direction. Pourquoi ça va dans la bonne direction? Parce qu'en réalité, moi je le dis depuis près de 20 ans, mais la maire de Paris considère que c'est surtout depuis les attentats. Pourquoi pas, on peut avoir une divergence d'analyse. La police nationale est depuis très longtemps accaparée totalement par ses fonctions régaliennes et de plus en plus, et par l'aggravation de la délinquance et de la violence dans notre ville. Et doit se consacrer, c'est vrai, à ces tâches aujourd'hui de lutte antiterroriste, d'ordre public, de lutte contre la criminalité, etc. Et ne se préoccupe plus du tout, mais plus du tout, de ce qu'on pourrait appeler la mission de tranquillité publique. La mission de sécurité générale est à peu près assurée, mais la mission de tranquillité publique, c'est-à-dire la répression de toutes les petites infractions qui gênent au quotidien la vie des habitants, c'est-à-dire les attroupements intempestifs ou bruyants la nuit, les ventes à la sauvette dont vous parliez, la mendicité agressive, les dépôts d'ordures sauvages aussi d'ailleurs, les petits trafics de toutes sortes, genre trafic usage de stupéfiants, tout ça, et qui gangrène beaucoup de quartiers, notamment des ensembles sociaux, du 15e comme de tout Paris, tout ça n'est pas traité, et c'est ça qui gâche la vie quotidienne. Franchement, personne n'est jamais venu se plaindre auprès de moi du cambriolage d'une banque. Bon, j'ai rien contre les banquiers, mais j'ai jamais reçu un courrier de quelqu'un qui me dit « Oh là là, c'est catastrophique, la banque du Carrefour s'est fait cambrioler ». Je n'ai jamais reçu une lettre. Bon. En revanche, je reçois tous les jours des lettres de gens qui sont gênés dans leur vie quotidienne parce qu'il y a des bandes, parce qu'il y a des attroupements, parce qu'il y a des désordres de toutes sortes sur la voie publique et dans les cités et autres. Donc, c'est ça qui n'est plus traité aujourd'hui. Il y a une deuxième mission que la préfecture de police a abandonnée, qui est celle de la circulation. Il n'y a plus d'effectifs pour faire. Si vous n'avez jamais vu un policier ou très rarement au Carrefour faire la circulation. Moi, j'ai connu l'époque où il y avait
centaines, enfin 150 points dans Paris où il y avait un policier toute la journée pour faire la circulation. Donc tout ceci, effectivement, amène à proposer la création d'une police municipale. C'est ce que fait la maire de Paris. Sauf qu'il y a police municipale et police municipale. Ça dépend ce qu'on met dedans. Ça ne veut rien dire police municipale, ou presque. Ça dépend ce qu'on met derrière. Aujourd'hui, moi, je n'engage que moi-même, bien sûr. Je ne vous demande pas du tout de m'approuver. D'ailleurs, vous ne pouvez pas. Mais moi, je pense que même si on va dans la bonne direction, parce que ça veut dire qu'il y a un tabou culturel qui est levé, celui un tabou idéologique qui était celui de la gauche, pour parler vrai, qui était celui de l'impossibilité de créer une police municipale à Paris. Alors qu'il y en a dans les 10 plus grandes villes de France, Paris était la seule ville à pas avoir de police municipale. Donc il y a un tabou culturel qui tombe, tant mieux. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui nous avons des fonctionnaires municipaux que vous voyez en uniforme bleu là sur la publique et où il y a marqué mairie de Paris sécurité dans le dos. Ils auront marqué police municipale, mais avec les mêmes missions. Avec les mêmes missions, sauf si vous pouvez me dire le contraire. Il y aura peut-être quelques missions supplémentaires du genre répression de nuisances sonores, choses comme ça, tant mieux, mais on est loin de la police municipale de nos rêves, si je peux dire. Moi, la police municipale que j'ai proposée à Paris, c'est pas du tout ça. C'est évidemment la répression de toutes les petites infractions et les incivilités que vous avez évoquées, les crachats, les mégots, les terrasses qui dépassent, tout ça, très bien. Mais ce n'est évidemment pas ça que demandent les Parisiens. En tout cas, ça ne suffit pas. Il faut que cette police municipale soit en mesure de réguler les désordres publics sur la voie publique et qu'elle ilote H24, dans Paris, îlot par îlot, d'abord qu'elle soit armée. Je m'excuse de le dire, mais aujourd'hui, les policiers sont confrontés à des situations d'un extrême danger. Je peux citer un ministre de l'Intérieur socialiste, d'ailleurs, qui disait il y a quelques années, tout uniforme sur la publique est une cible. On tire sur les policiers. Regardez ce qui se passe même dans le maintien de l'ordre avec les gilets jaunes. Vous voyez bien les désordres qu'on fait aux policiers, c'est-à-dire sur toutes les images de télé. Donc on a aujourd'hui une violence exacerbée, sans compter le terrorisme. Et en plus, pour dissuader et impressionner les malfrats de toutes sortes ou les jeunes délinquants, il est nécessaire d'être armé. Bon. Deuxièmement, je pense que cette police municipale doit être dotée de davantage de compétences. Il y a des polices municipales qui participent à la lutte contre la délinquance. Il ne s'agit évidemment pas de se substituer à la brigade de police en faisant du maintien de l'ordre, de la lutte contre la criminalité, antiterroriste, etc. Mais je considère que la petite délinquance de voie publique doit pouvoir être traitée aussi par cette police. Sinon, c'est pas la peine de payer 3500 hommes sur vous avec vos impôts. Et il en faudrait d'ailleurs plus, à mon avis. Il faut au moins 5000 hommes. Enfin, c'est déjà pas mal d'avoir 3500. Si c'est juste pour verbaliser les crachats et les mégots. Franchement, c'est pas la peine. Non, je pense que cette police, pour être efficace, doit pouvoir réprimer tous les petits désordres de voie publique, mais pour ce faire aussi, pouvoir avoir accès, par exemple, à des fichiers de police, ce qui n'est pas le cas actuellement, fichiers des personnes recherchées, fichiers des objets et véhicules volés, fichiers des permis de conduire, etc. Et pouvoir aussi réprimer les petits trafics. Par exemple, il y a un certain nombre de trafic dont la répression a été forfaitisée avec des amendes pénales du style usage de stupéfiants. Cette police municipale doit pouvoir s'attaquer à l'usage de stupéfiants dans nos villes et aller au contact des petites bandes, etc., pour les empêcher d'agir. Parce que la police nationale ne le fait pas, ne le fait plus. Il est nécessaire que cette police soit une police complémentaire. La police nationale s'occupe de la sécurité générale et de la sécurité étatique, bien sûr. Et puis, la police municipale s'occupe de la tranquillité publique. C'est-à-dire, c'est la police du quotidien, c'est la police des habitants pour permettre de restaurer la tranquillité dans nos villes. Et une deuxième mission également, qui est celle de la circulation. On circule de plus en plus mal à Paris. C'est sûr qu'à force de supprimer des voies, etc., même s'il y a une certaine évaporation du trafic, et tant mieux, il y a quand même beaucoup de bouchons, beaucoup de difficultés de circulation. Et parfois, un fonctionnaire à un carrefour permet de libérer le carrefour. Donc il faut aussi qu'il y ait cette police de la circulation. Paris est à peu près la seule ville au monde à ne pas avoir de police de circulation du tout, quasiment pas. Voilà, donc c'est ça la police municipale que nous proposons, qui n'est pas la même que celle qui doit sortir de terre, si je peux dire, et en plus en 2020.
Bon, remarque, il faut bien 1 an pour se mettre en place, ça je ne disconviens pas. Mais enfin, la coïncidence de date est quand même curieuse, puisque il me semble que nous aurons des élections municipales en mars 2020. Voilà. Donc, en tout cas, je crains que cette police municipale soit une grande désillusion pour les Parisiens. Parce que on s'agite on saute sur son siège en criant comme un cabri police municipale, police municipale, police municipale, et on pense que ça va traiter les désordres, les petites délinquances à Paris, mais pas du tout. Donc je pense qu'on va vers une désillusion qui me paraît très préjudiciable, aussi bien pour la crédibilité des institutions, des pouvoirs publics, que pour le mal-être des Parisiens qui quand même souffrent, pour beaucoup d'entre eux, de beaucoup de difficultés en matière de sécurité. Merci, monsieur le maire. Bon, avant que... Permettez, j'ai juste un petit point que j'ai oublié de... là, si vous voulez, très rapidement, on va mettre en place un numéro d'appel. C'est-à-dire que les habitants du 15e pourront joindre directement la circonscription pour signaler un désordre. Ça veut dire ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le cas, on ne pouvait pas nous joindre. Là, donc, là, une des premières mesures de notre directeur nous a demandé de mettre en place un numéro où, dès qu'un usager appellera, on sera en capacité d'apporter une réponse. Nuit et jour ? Non. Alors, attendez. Non, mais... Alors, ça sera sur un créneau. Là, ça sera pour... Voilà, ça sera pour traiter les situations qui ne sont pas urgentes. C'est-à-dire, non, mais parce que de toute façon, il faut bien se dire que si on a 50 appels par jour, on ne pourra pas les traiter. Moi, très concrètement, aujourd'hui, j'ai 8 équipes par jour. D'accord ? Donc, évidemment, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand quelqu'un, un riverain a quelque chose à signaler, il envoie un mail à monsieur Martinez ou à monsieur Pinet qui me contacte et donc ça se passe comme ça. Donc, dorénavant, il y aura moins de travail peut-être pour monsieur Martinez. Et ben, il pourra contacter directement la circonscription. Sa requête sera notée. On enverra une équipe qui fera l'intervention. Quelle heure ? Alors ça, normalement, c'est prévu entre 9h et 17h. Voilà. Parce qu'il n'y a pas, non mais si vous voulez, il n'y a pas, ça ne marche pas H24 sur la circonscription. Après, si vous voulez, ça, ce sera pour ce qui n'est pas urgent. Ce qui n'est pas urgent. Après, quand c'est urgent, il y a le CVO, mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui a été décidé. Voilà. Mais déjà, c'est une avancée. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne, je répète, on est dans le registre de la tranquillité publique, ce qui n'est pas urgent. Quand c'est urgent, ça relève de la police. Vous voyez, c'est ce qu'il va falloir essayer de... Mais on sait bien que la tranquillité publique, c'est souvent la nuit qu'il y a des gros problèmes. Le jour, bon, on arrive encore à négocier, à s'arranger, mais on sait très bien que le gros des problèmes sont des nuisances nocturnes, diurnes, je veux bien, mais nocturnes. Donc à ce moment-là, on fait quoi ? Alors, qu'est-ce que vous appelez des nuisances ? Qu'est-ce que vous appelez des nuisances, des rassemblements dans les halls, des nuisances donc du voilà, bruit, des rassemblements dans les halls, ça c'est du ressort de la police. Voilà. Le problème, il est là. À un moment donné, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. C'est ce qui relève de la police et ce qui va relever d'un service de tranquillité publique. Qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires de police pour s'occuper de ce genre de choses. Donc nous, nos espoirs, c'était justement que la création de cette pseudo-police municipale vienne pallier à ce genre de problème. Maintenant, nous verrons bien. Bon. Et 3500, vous pensez qu'il va y avoir du personnel embauché, qui va venir en renfort, etc., etc. Il y a un recrutement de 200 agents. Ce que moi je pense, je viens pour l'instant, on est en train de... 200 sur Paris. Non, 200, il y a 200 embauches actuellement. Actuellement, il y a un concours avec... sur Paris. Ah oui, pas sur le non, mais non, mais il y a déjà 3200 agents. Mais si vous voulez, là, c'est le début de la police municipale, mais c'est quelque chose qui va évoluer sur 10 ans, qui va, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je suis pas là pour vous attaquer, mais 3500 mais je me sens pas attaqué. Moi, j'essaye de vous donner des informations. Qui vont travailler entre 10h et 17h. Mais ils ne travaillent pas entre 10h et 17h, puisque je vous ai dit qu'il y a des unités de nuit. Donc c'est un service qui est aujourd'hui et qui a toujours travaillé à H24. Les agents sont pilotés par ce qu'on appelle le centre de veille opérationnelle. C'est un état-major qui travaille à H24. Ce que je ne peux pas vous dire actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui n'est pas urgent, la circonscription pourrait être contactée.
entre 9h et 17h qui n'est pas urgent. C'est-à-dire ce que je reçois tous les jours de M. Pinet ou de M. Martinez pour un chantier qui fait du bruit, pour des rues à chiens, voilà, des rues à chiens, ou enfin des gens qui remisent pas leur bac. Vous voyez, ça c'est de l'incivilité. Là, donc, on apportera déjà une réponse. Ça s'appelle de la proximité. Après, pour tout ce qui concerne la vraie délinquance, ça relèvera encore et toujours de la police, ou après, je ne sais pas ce que va décider notre futur directeur, s'il souhaitera que les riverains puissent contacter le CVO, H24, ça je ne peux pas vous le dire, donc je ne peux pas m'avancer. Je vous dis ce qui est actuellement. Voilà. Mais encore une fois, tout ça va évoluer, tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un nouveau directeur qui est très à cheval sur la proximité, qui a déjà mis sa main sur ce service et qui nous dit, qui souhaite que l'on réponde à chaque demande. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. Vous voyez, donc évidemment, ça va pas être parfait tout de suite. Et puis même la police a beaucoup de mal à régler les problèmes de délinquance. Parce que derrière, au-delà de la police, il y a des choses qui ne fonctionnent peut-être pas si bien que ça. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est que nous, on soit en capacité de former des hommes et des femmes motivés avec un projet de travail. Et je suis persuadé que vous y verrez un avantage. Parce que dès lors que les agents auront des compétences supplémentaires, c'est-à-dire que quand même le fait de marquer police municipale, le mot police sur un blouson, ça change par rapport à sécurité dans l'imaginaire des gens, vous voyez, ou du délinquant ou du contrevenant. Rien que ça. Voilà. Et après, évidemment, quand on a l'APG à 21, si quelqu'un grille un feu rouge, on peut l'arrêter. Aujourd'hui, les agents, ils le regardent passer. Si les trottinettes, là, justement, vous voyez, là, il y a un sujet en ce moment. On est en train de regarder comment on va verbaliser ces trottinettes qui sont stationnées de manière anarchique un peu partout. Donc là, c'est un sujet qu'on est en train de réfléchir. Non mais vous voyez, c'est peut-être un micro-sujet, mais mis bout à bout, ça fait beaucoup d'incivilité. Donc voilà sur quoi nous on va travailler. Et après, si on nous donne une arme, on se formera aux armes. D'ailleurs, il y avait des armes avant. Hein. À votre époque, vous vous souvenez, monsieur le maire, vous étiez notre patron, il y avait des armes. Bon, les gens s'étaient formés au tir. Hein, et bon, maintenant, si demain on nous remet des armes, on ira au tir, il n'y a pas de souci. Non, mais parce que la question, je me posais, vos missions actuelles, on les connaît bien et vous les faites très très bien, la sécurisation, c'est qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? C'est ça que je n'arrive pas, parce que les incivilités, vous les traitez déjà. La sécurité dans les lieux publics, vous intervenez très bien et je ne peux que louer votre travail. Mais qu'est-ce qu'il y aura de plus? Alors, à part écrit police municipale. Le plus. Parce que en termes d'agents, c'est 200, donc c'est 20. Non mais parce que là, si vous voulez, regardez. Vous êtes déjà là. Ouais. Non mais là, par exemple, moi, j'ai 150 agents, on va dire. On est d'accord. Mais en miroir, il y a 150 agents qui travaillent à côté avec Madame Diobaye de la SDRD. Et qui, eux, finalement, on va dire le profil police municipale, puisqu'ils ont déjà l'agrément, que nous n'avons pas encore. Donc, à terme, là où ça va être intéressant, c'est-à-dire, effectivement, moi, j'ai des agents de surveillance des squares. Aujourd'hui, ils n'ont pas un profil police municipal. Donc, eux, ils seront sûrement sur leur mission. Puis, c'est un corps vieillissant qui va disparaître. À terme, les squares seront fermés par les inspecteurs de sécurité, enfin, par la police municipale, comme ça se fait déjà dans certaines villes, hein, vous savez. Donc, tout ça c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a des choses qui existent, donc il faut un point de départ. Et après, les choses vont évoluer. Par exemple, les agents de surveillance, c'est un corps très vieillissant. Au fur et à mesure qu'ils vont partir à la retraite, seront remplacés par des policiers municipaux. Et les squares seront plus fermés par des agents des AS, mais par des policiers municipaux. Déjà, on commence à le faire sur certains endroits. Vous voyez, mais il y a une évolution qui va se faire. Et demain, l'avantage, c'est que mes 50 agents là, que j'ai aujourd'hui, qui ne peuvent pas faire du code de la route, demain pourront le faire. C'est-à-dire que quand ils arrivent, l'autre fois justement, on a été faire un peu d'îlotage, voir un petit peu, les premières minutes, il y avait des scooters qui étaient mal stationnés, il y avait des trottinettes, des choses que nous on ne peut pas faire aujourd'hui. Alors que si on avait eu la compétence, on l'aurait fait. Donc c'est du travail quand même, c'est du travail. Vous voyez ? Mais on continuera sur tout ce qu'on fait actuellement. Vous voyez ? C'est ce qui fait peur. Est-ce que vous allez continuer à faire ce que vous faites bien aujourd'hui ? Et en plus, avec davantage de proximité, puisque les gens pourront nous joindre tous les jours, pour du pas urgent, bien sûr, pour des choses pas urgentes. Mais c'est quand même important, quand on téléphone et qu'on a une réponse, ça apaise la situation. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on s'applique aussi à faire en circonscription. C'est qu'à chaque fois que je reçois une plainte de M. Martinez ou de M. Pinet, on intervient et on fait une action et on rend compte. Donc pour moi c'est ce qui est important, c'est ça le travail de proximité.
celui-ci est reconnu, puisqu'on peut vous joindre voilà. aisément. Après, effectivement, si demain... que vous faites. Est-ce qu'il aura encore lieu ce travail-là? Évidemment, on reste sur le volet, on occupe en plus. Sauf que là, je pense très sincèrement que on sera plus reconnu par les habitants, parce que pour tout le monde, il y a 3 corps de sécurité, la police, la gendarmerie, la police municipale. Quand vous voyez, si je dis aux personnes inspecteurs de sécurité, je suis pas persuadé que ça parle à grand monde. Ouais. Voilà. Donc effectivement, c'est peut-être un petit pas, mais moi qui me semble quand même important. Bon, il me reste 5 ans à faire, je rêvais de... je verrai peut-être... voilà. Le bout. Vous avez des questions? Oui. Allez, non, allez-y, monsieur le maire, bah, si vous devez partir. Je vous en prie, madame. Allez-y. Allez-y. Oui, bonsoir, merci. Déjà, en tant qu'habitant de l'allée Isadora Duncan, je voulais remercier la mairie qui a pris des dispositions de bon sens, à la fois en mettant des portillons qui ont de fait découragé les dealers. Donc il n'y a plus de dealers qui viennent avec leur moto nous casser les pieds. Et en enlevant les bancs, ce qui fait que le confort étant parti, les plates-bandes sont quand même moins recouvertes de boîtes de pizza et de bouteilles de vodka vide. Cependant, il y a un point qui reste dommage, c'est les déjections canines, pour parler poliment. Dans la mesure où il y a énormément de gens qui se baladent ici parce que c'est un endroit qui est fort joli et qui est calme et qui est sympa pour promener et des humains et des chiens. Mais par contre, la grande majorité ne prend même pas la peine d'aller faire les déjections canines sur le bord de l'allée, mais font même en plein milieu. Très peu ramassent, malheureusement. Et il y en a énormément qui vont faire les déjections en question dans les plates-bandes, ce qui fait qu'on ne peut même plus aller ramasser un papier dans une plate-bande parce que sinon on s'en fout plein les semelles. Donc qu'est-ce qui est prévu pour ça? Parce que je dois dire que la brigade d'incivilité dont on nous parle beaucoup, moi j'ai l'impression qu'on ne la voit jamais, ou en tout cas on ne la voit jamais quand les chiens sortent. Or, les chiens, en général, ils sortent le matin avant 9h et le soir après 17h, quand les gens, avant qu'ils partent au boulot ou après qu'ils en reviennent. Alors, sur ces problèmes de déjection canine, bon, ça fait souvent, voilà, c'est typiquement le genre de plainte que vous pourrez signaler lorsqu'il y aura un numéro. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une plainte, alors pour justement une adresse à chien ou à épachement d'urine, on envoie une équipe, mais vous n'allez pas les voir parce qu'ils sont en civil. Parce que si vous mettez des agents en uniforme, ils feront aucune déjection canine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est 2 agents qui vont venir, qui vont rester pendant 1 heure. Alors je peux vous dire, regardez, l'année dernière, 52 déjections canines sur le 15e. C'est très dur à faire. Il faut attendre beaucoup de temps pour en faire une de temps en temps. Parce que malgré tout, même si on a encore de la déjection canine, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait des années en arrière. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as les chiffres, il y a la majorité des gens ramassent. Hein, tu les as les chiffres? Non. Pas du tout. À Vienne, par exemple, hein. Allez vous promener à Vienne, il y a 2 millions d'habitants, donc guère moins que dans Paris intramuros. Ben, je vous garantis que vous pouvez fermer les yeux, marcher sur les trottoirs, vous rentrez chez vous, les semelles sont propres. Hein. Donc si ça se fait ailleurs, je veux bien qu'il y ait un côté culturel et que nous, on est insoumis, etc. Je connais, mais malgré tout, il doit y avoir des moyens. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de déjections canines. Ce que voulait dire mon collègue, c'est que comparé à il y a un certain nombre d'années, c'est quand même en diminution. Après, je suis d'accord avec vous, il y a encore des problématiques, notamment dans certaines rues. C'est souvent très localisé, en l'occurrence, cette allée-là, on la connaît. Tout à l'heure, je vous ai parlé des animations avec éducateurs canins. Je vais voir parce que tous les ans, on peut en programmer. Je pense pas qu'on en ait déjà programmé là-bas et je vais voir si on peut le faire. A priori, oui. On a des prestations. Oui, on met des panneaux aussi. Oui, à un moment donné, il y a eu des petits panneaux interdits aux chiens qui avaient eu un certain effet et tout d'un coup, ils ont disparu. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, je pense que c'était les panneaux qui rappellent l'obligation de ramasser les déjections canines ou c'était carrément une interdiction aux chiens? C'était les panneaux comme ceux qu'il y avait sur les jardins publics avec un personnage avec un chien et puis c'était barré.
Et c'était des panneaux verts propres. Enfin, je pense que c'était des panneaux officiels. C'était pas quelque chose qu'avait bricolé quelqu'un du voisinage. Alors on fait pas du bricolage, nous, mais, mais pour le coup, on a des panneaux qui rappellent. Alors, on a plusieurs types de panneaux. On en a pour les dépôts, pour les épanchements d'urine, les déjections canines. Mais ce sont des panneaux qui rappellent l'obligation de ramasser les déjections ou l'interdiction d'uriner sur voie publique. En l'occurrence, vous devez parler d'un vrai panneau de voirie. Ça pour le coup, c'était des petits panneaux pas, mais je pourrais poser la question à nos collègues. Qui avaient été accrochés sur les petits portails à mi-hauteur. Ah, ou un habitant qui l'avait mis. Je pense pas, parce que c'était propre. C'était pas le truc bricolé par un habitant. Enfin, c'était des panneaux émaillés. Enfin, c'est comme ceux qu'on voyait à l'entrée des jardins publics à un moment, quand les chiens étaient interdits dans les jardins publics. Ce qui permettait accessoirement aux petits-enfants d'aller dans l'herbe sans risquer de s'en foutre partout. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ok, pour le coup, je ne saurais pas vous répondre, mais je vais quand même me renseigner auprès de la voirie. Madame, vous aviez... oui. Merci. Moi, c'était sur le tri. Et alors, c'est vrai que j'avais vu qu'à partir de... Parlez bien dans le micro, madame. J'avais vu qu'à partir de début 2019, les possibilités de tri, enfin les déchets pouvaient être davantage triés. Par contre, après, on n'a eu aucune information, donc, où j'ai pas vu passer d'informations, donc j'étais pas sûre que ça se fasse. Et dans mon immeuble, les gens le font pas tellement, quoi. Au-delà de, alors il y a ce point-là, je sais pas s'il est possible de passer des flyers ou une information dans les immeubles. Et aussi, moi j'ai l'impression que ça va devenir le plus gros, ce qui va prendre le plus de place. Et donc, est-ce que le fait de passer que les lundis et jeudis va suffire ? Parce que j'ai l'impression que les déchets verts, enfin qui ne sont pas verts, mais dans le bac les autres sont appelés à être beaucoup moins volumineux. Oui, alors deux choses. C'est vrai que la communication sur la simplification des consignes de tri, elle a été très très tardive. Là, ce qui est en cours, c'est qu'on fasse des passages dans les immeubles pour remettre à jour déjà tout l'affichage qui est dans les immeubles, les autocollants qui sont sur les bacs. Il va y avoir aussi des actions de porte-à-porte pour expliquer les consignes de tri. Alors, il n'y en aura pas partout, on sait très bien qu'on ne pourra pas croiser tout le monde et qu'on ne verra pas tout le monde, mais en tout cas c'est en cours et ça va se poursuivre jusqu'à normalement sur tout le premier semestre 2019. Mais c'est vrai que la communication était très tardive, mais pour le coup c'est réel, on a vraiment simplifié les consignes de tri, donc comme j'ai dit tout à l'heure, tous les emballages plastiques peuvent désormais aller dans le bac jaune, plus tout ce que vous mettiez déjà, donc les papiers, les cartons et les emballages métalliques. Pour la collecte, c'est vrai que on s'attend à ce que les tonnages des bacs jaunes augmentent énormément et dans le même temps, les tonnages qui sont collectés dans les bacs verts devraient diminuer. Ce qui est prévu, donc je vous ai dit tout à l'heure, on a un marché qui est passé avec une entreprise privée. En l'occurrence, c'est la même entreprise qui collecte les bacs jaunes et les bacs verts. On vient de renouveler le marché de collecte. Il y a une première tranche de ce marché qui est à l'identique que sur le marché précédent. C'est-à-dire qu'on reste sur les fréquences actuelles 7 jours sur 7 pour la collecte des bacs verts et 2 jours par semaine pour la collecte des bacs jaunes. Il y a le marché prévoit une deuxième tranche où on devrait passer en une collecte de 3 jours par semaine pour les bacs jaunes et 6 jours par semaine pour les bacs verts. Mais ça va dépendre de l'évolution des tonnages, en fait. Mais c'est prévu, les prestataires sont prêts, ils nous ont proposé une organisation. Donc s'il faut le faire, ce sera fait. Merci. Est-ce qu'il est prévu des changements de bacs, des jaunes pour des verts ? Des jaunes pour des verts ? L'inverse, non ? Des verts pour des jaunes ? Non, puisque le vert va baisser, les jaunes vont augmenter. Des jaunes. J'ai bien compris. Oui, mais du coup, vous voulez remplacer des poubelles vertes Voilà. par des poubelles jaunes. Alors ça, c'est à la demande des immeubles ou des commerçants. Quand vous voulez remplacer un bac de façon générale, il faut nous faire un petit mail ou nous donner un courrier qui nous précise exactement la demande. Et nous, on étudie la demande et en général, on accepte, il n'y a aucun souci. Une fois que la demande est faite, on fait le remplacement. Mais on ne le fait pas de nous-mêmes, tout simplement parce que si c'est pas une démarche des habitants ou du commerce, alors les commerces c'est un peu particulier parce qu'ils payent une redevance spéciale. De toute façon, avant de mettre un bac, on se met d'accord avec eux pour
pour déterminer le contrat. Mais pour ce qui est des particuliers, on n'impose pas les bacs jaunes. Parce que si on met un bac jaune mais que ça n'intéresse pas les gens, ce qui va se passer, c'est que finalement, il y aura des déchets qui n'ont rien à faire dans le bac jaune qui y seront. Et à chaque fois que la collecte va passer, le bac va être refusé à la collecte des déchets recyclables. Et le bac qui sera ramassé ensuite, mais le lendemain seulement, avec les ordures ménagères. Donc l'idée, c'est que s'il y a un besoin, on change les bacs. Mais il faut que la demande se fasse par les syndics. En général, ce sont les syndics qui nous contactent. Ou par les gardiens d'immeubles. Mais on ne le fera pas de façon automatique. Moi, je voulais revenir sur les collectes des bacs à verre et aussi les textiles. Je pense que c'est un peu sous-dimensionné aujourd'hui. Je vois souvent rue de la Convention, à côté du Monoprix, au métro Boucicaut, le lundi matin, le bac il est saturé, il y en a partout autour. Déjà dès le vendredi soir, c'est déjà dans cet état-là. Donc je pense qu'on a un problème de sizing sur la collecte et c'est identique sur les bacs textiles. Tous les bacs textiles aux alentours de chez moi, donc dans le quartier, sont saturés ou vandalisés par des personnes, bref, sans rentrer dans le détail. Mais sinon, quand ils sont pas vandalisés, ils sont saturés. Ouais. Donc les bacs, vous parlez pour le verre, en tout cas, c'est les colonnes à verre. Alors en ce moment, c'est un peu particulier parce qu'avec toutes les manifestations qu'on a eues, on a fait retirer un très grand nombre de colonnes à verre. Quand je dis on, c'est la préfecture de police qui a réquisitionné notre prestataire pour faire retirer des colonnes à verre sur l'arrondissement et un peu partout dans Paris. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les colonnes qui restent, qui débordent, et aussi les emplacements où il y avait précédemment les colonnes implantées, où les gens continuent à nous déposer du verre. Donc nous, on organise des collectes avec nos moyens et on fait collecter ensuite. Bref, ça, c'est notre problème. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est une réelle difficulté. Après, alors il y a 2 ans, on avait fait un programme pour relancer le tri à Paris parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer le tri. L'idée, c'était d'implanter, alors déjà de doter les immeubles qui pouvaient être dotés de bacs, que ce soit pour le verre ou pour la collecte des déchets recyclables, leur donner des bacs en plus s'ils ne pouvaient. La problématique à Paris, c'est qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas mettre davantage de bacs, et notamment il y a beaucoup d'immeubles qui ne sont pas dotés en bacs blancs. D'où l'importance des colonnes à verre. Le souci des colonnes à verre, c'est que ça amène aussi des nuisances, soit des dépôts en tout genre, pas forcément du verre, soit elles débordent, soit ça fait du bruit quand les gens mettent le verre et comme ils respectent pas forcément les horaires de dépose, vous savez qu'on doit pas déposer la nuit normalement dans les colonnes à verre, mais c'est pas toujours respecté. Du coup, c'est très difficile d'implanter les colonnes à verre. Et puis ça prend de la place en plus, donc c'est difficile de trouver des emplacements supplémentaires. On en avait ajouté quelques-unes quand même en 2017. Mais la tendance, c'est très compliqué. On n'avait pas atteint l'objectif d'ailleurs qui était fixé de colonnes à verre supplémentaires sur l'arrondissement. Après, je suis d'accord avec vous, il y a encore des efforts à faire. Oui et non. Sur la collecte, de toute façon, sur la collecte, on sait que c'est très compliqué parce que soit les colonnes à verre elles sont enlevées, soit elles sont là, mais le prestataire il est réquisitionné ailleurs, du coup il assure pas c'est tourné correctement et on se retrouve à le faire. Mais j'entends bien le phénomène actuel, mais c'est pas forcément lié au phénomène actuel. Avant même, même avant ça, on a des soucis. Ça existait déjà. On a des soucis. C'est plus sur la collecte et mais en fait c'est toujours un problème d'incivilité au final. Il y a à la fois le vidage et à la fois le problème d'incivilité. Et en termes d'incivilité, on a tous connu ces colonnes à verre, on les connaît et on sait que est-ce qu'il est prévu à l'avenir de les sécuriser un peu plus? Parce qu'en fait, on a les colonnes à verre ou les colonnes les bandes textiles. Les colonnes à verre où tout le monde va déposer son verre, on a tous assisté tard le soir à des incivilités. On passe le bras à l'intérieur et on balance du verre partout. Et c'est une bagarre qui va durer toute la soirée et ça se casse et c'est du verre cassé le lendemain. On l'a vu, vous connaissez ce sujet. Est-ce qu'il est possible, comme pour les bacs à vêtements, on peut rentrer mais on ne peut pas le ressortir? Voilà. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est une question que je poserai. Pour y avoir assisté une soirée au Jardin Blanc, ça a été le lendemain, le bac à verre, tout ce qui avait pu être attrapé a été attrapé, et c'était des centaines de bouteilles qui étaient cassées sur le mail.
Je vais me renseigner. Enfin, déjà, je vais faire remonter la question parce que c'est une question qui, pour moi, n'a jamais été abordée. Enfin, qui n'a jamais été vraiment abordée. Si je on pense les retire, qu'elle est abordée par nos. C'est que c'est des projectiles. Alors, toujours pareil. C'est les colonnes à verre, donc elles sont pas fabriquées par la mairie de Paris. Hein. On passe par un prestataire qui nous met à disposition les modèles. Je pense qu'il y a une réflexion de la part des prestataires pour améliorer la sécurité de leurs colonnes à verre. Après, j'ai aucune idée d'où on en est. Je vais me renseigner, je vais poser la question, je vais faire remonter à ma direction pour les prochains marchés quand on renouvellera les colonnes à verre. Oui, alors surtout, moi j'ai une proposition à faire que je fais depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs sans beaucoup de succès, mais je la réitère à cette occasion, c'est le remplacement des colonnes à verre par des chaussettes. Voilà. C'est-à-dire des colonnes à verre enterrées. D'abord, les colonnes à verre défigurent Paris, c'est monstrueusement laid. En plus, on peut très bien les prendre. Il y a beaucoup de beauté à côté parce qu'on voit bien les restaurateurs qui sortent de leur restaurant, qui mettent des bouteilles, etc. Donc le système est quand même moyen. Pour toutes ces raisons, moi je préconise que peu à peu, au lieu de faire des marchés de colonnes à verre, on remplace. Alors c'est plus cher, c'est pas toujours possible parce qu'on peut pas toujours recreuser dans le sol, etc. Mais vous voyez, il y en a quelques-unes. Par exemple, il y en a une de place de la mairie, il y en a une autre, il y en a quelques-unes. Il y en a 6 dans le 15e. Alors on ne voit pas ce que. Alors le problème c'est qu'on ne voit pas ce que c'est, que les gens ne savent pas que c'est là qu'il faut mettre du verre parce que vous avez un tout petit une borne, quoi. C'est fait comme une borne grise qui sort de terre. Mais c'est la solution. En plus, je pense que c'est plus esthétique et ça ne fait pas de bruit de surcroît. Il n'y a pas de bruit puisque la bouteille glisse dans une chaussette, si je peux dire. Mais bien sûr. Alors il y a ça. Deuxièmement, moi je le dis, pour la pauvre Audrey n'y est pour rien, mais moi je suis très mécontent de la propreté des rues du 15e, comme de tout Paris d'ailleurs, c'est absolument dégueulasse. Paris est une des villes les plus sales au monde, enfin en tout cas en Europe, enfin vous promenez les uns les autres, donc ça ne va pas du tout, parce que la ville de Paris n'a pas considéré que la propreté était une priorité. Alors c'est vrai que Madame Hidalgo s'en occupe depuis davantage, en parle en tout cas depuis quelques temps, comme de la police municipale. Bon, tant mieux si tout à coup elle découvre la vie, mais pour le moment, les efforts sont lents à donner des résultats. C'est vrai qu'il y a eu une mission d'information et d'évaluation qui a été mise en place l'année dernière, qui a travaillé pendant 6 mois avec des élus de toutes les parties, parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde essaye d'améliorer, et qui a donné lieu à un rapport et à un plan de 35 mesures, ou quelque chose comme ça, qui a été adopté par le Conseil de Paris. Il y a des mesures très intéressantes là-dedans. Déjà, le renforcement des effectifs. Parce que moi, chacun fait ses calculs, mais moi je considère qu'en 15 ans, on a perdu 1000 ouvriers nettoyeurs dans Paris. 1000 ouvriers nettoyeurs de moins, ça ne peut pas faire une meilleure propreté. Je parle du balayage des rues, parce que vous avez bien compris qu'il y a 2 dispositifs. La collecte des ordures ménagères, me semble-t-il, ne pose pas trop de problèmes. Le tri, la collecte des ordures ménagères, qui sont assurées par des sociétés privées d'ailleurs en partie, ne pose pas de difficultés. Mais c'est le balayage qui ne va pas du tout. Moi, je ne peux pas faire un pas dans le 15e sans que quelqu'un m'interpelle dans la rue pour me dire « Monsieur le maire, ma rue est sale, ça va pas du tout ». Et les gens sont très, très, très préoccupés. L'hygiène d'une ville, c'est la priorité des priorités. Le reste, ça passe après. Moi, je veux bien qu'on accueille tous les migrants de la terre, etc., encore que, mais ça me paraît pas être la priorité municipale absolue. La priorité municipale, c'est que la ville ait une certaine hygiène, une hygiène maximum. On voit même des rats dans les rues maintenant. Alors, c'est quand même, on en est même à voir des rats. Moi, j'ai jamais entendu parler de rats jusqu'à une époque récente. Si on parle de rats, c'est que la ville est sale, c'est que les rats remontent en surface parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent à manger. Les rues sont tellement sales, ils bouffent plein de trucs, etc. Donc, ça ne va pas. Je sais bien les efforts que fait la direction de la propreté, qui a un excellent directeur d'ailleurs. On a une excellente directrice dans le 15e, mais on a un excellent directeur au niveau parisien, comme d'ailleurs, c'est vrai, la DPSP. Vous avez juste oublié une chose dans le invité du commissaire Felquet, c'est qu'il était commissaire du 15e. Ce qui est son titre de gloire le plus prestigieux quand même. Mais bon, mais alors pour la propreté, bon, il y a de très bons chefs, tout ça, mais on manque de moyens, même si les moyens ont été accrus. D'ailleurs, je crois qu'on a perçu quand même un certain nombre de personnels supplémentaires dans le 15e, et notamment aussi une équipe d'urgence, je ne sais pas si vous en avez parlé, vous en avez dit un mot, dont j'attends beaucoup aussi, et qui devrait permettre peut-être de nettoyer les souillures trop importantes dans tel ou tel secteur. Mais en tout cas, on n'y arrivera pas tant que ce ne sera pas considéré comme la priorité numéro 1. Voilà.
Bien sûr qu'une municipalité doit faire beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Mais la propreté, c'est le b.a.-ba. On ne peut pas vivre dans une ville sale comme c'est le cas aujourd'hui à Paris. Alors, il faut de la répression féroce. Oui, il faut de la répression, mais il faut de l'éducation, de la prévention. On parlait des actions dans les écoles et tout ça, c'est très bien. Chantal s'en occupe beaucoup, mon adjointe chargée de l'éducation, mais il faut aussi des moyens très importants et qui et vraiment que le personnel se sente encouragé, qu'il y ait une organisation qui soit performante, que les matériels aussi soient renouvelés. Enfin bon, il y a toute une organisation. Je sais bien que vous y veillez, que c'est votre travail. Je ne vais pas vous apprendre votre travail, mais nous avons un manque de moyens. Moi, on me dit que nous avons quand même 100 ouvriers nettoyeurs de moins que dans le 18e, qui a quand même 50 000 habitants de moins, quoi. Donc, c'est quand même un sujet. Alors, évidemment, quand je dis ça au Conseil de Paris, on me dit, mais les habitants du 15e sont plus propres que ceux du 18e. Bon, je veux bien, mais c'est pas forcément une réponse qui me satisfait tellement. En plus, les pauvres, du 18e, il y a aussi des gens propres, hein, faut pas... Mais donc, non, mais voilà, on manque de moyens. Un ouvrier nettoyeur du 15e a une surface à nettoyer double de celle d'un ouvrier nettoyeur du 18e quand même. Donc je trouve que ce n'est pas normal et on doit... De toute façon, c'est une question mécanique aussi. Hein. Forcément, le balayage, c'est une question de bras. Donc plus on a de bras, mieux on se porte. Mais il y a là beaucoup à faire et je pense que même s'il y a des mesures d'amélioration, là, il faut vraiment changer de braquet parce que la politique menée n'est absolument pas suffisante. Je peux me permettre de rebondir rapidement. Je pense que ce qui augmente encore plus le sentiment de non-propreté, c'est les trottoirs à ciel ouvert. Les trottoirs non refermés après des travaux. Ça, c'est permanent, c'est un enfer, c'est insupportable. Moi, j'ai une enfant de 2 ans avec une poussette, on le ressent encore plus. Et je trouve que ça renforce encore plus ce sentiment d'insalubrité. En plus de la malveillance des gens régulièrement. Je voudrais revenir aussi sur un point sur... vous parliez des déchets ménagers déposés et la recrudescence des prises de rendez-vous, les encombrants, merci. Je perdais le terme. Je partage pas le même sentiment que vous. Je trouve qu'il y en a plus maintenant qui ne sont pas signalés et demandés, puisqu'on voit pas les numéros collés dessus, qu'auparavant. Cependant, ce qu'on voit plus, c'est des étiquettes dessus, enquête en cours. Mais qu'est-ce que donne l'enquête en cours ? Alors, les gens mettent pas forcément le numéro en fait sur les dépôts, même quand ils prennent rendez-vous. Nous, on s'en rend compte parce qu'on a la liste des rendez-vous. Les agents ont la liste des rendez-vous et d'ailleurs, ils donnent la priorité aux rendez-vous parce que l'idée, c'est quand même d'encourager les gens qui prennent rendez-vous. Parce qu'auparavant, on fonctionnait pas comme ça et forcément, il y avait des fois où on mettait du temps à ramasser les rendez-vous parce que comme il y a les rendez-vous et le reste, qu'on n'est pas forcément dimensionné pour tout ça. Il y en a énormément, comme je le disais tout à l'heure. Des fois, les rendez-vous ils restaient un peu longtemps et il y en a qui nous disaient puisque c'est ça, je ne prendrai plus rendez-vous. Donc, l'idée, c'est quand même d'encourager les gens qui prennent rendez-vous. Et nous, on se rend compte avec nos chiffres qu'on ramasse beaucoup plus de rendez-vous que de dépôts sauvages. Les enquêtes en cours, comment ça marche ? Nos encadrants, donc les encadrants des éboueurs, en fait, ils sillonnent le territoire pour voir déjà l'état des trottoirs et organiser la propreté, surveiller aussi le travail des agents, et puis toutes les anomalies, en l'occurrence les dépôts sauvages. Quand il y a un dépôt sauvage qui leur semble a priori identifiable pour nos collègues de la direction de la prévention et de la sécurité et de la protection, ils mettent la rubalise enquête en cours. Ils font un signalement via l'application Dans ma rue, parce que nous aussi, on utilise Dans ma rue. Et c'est envoyé directement à nos collègues qui, eux, se déplacent, font l'enquête. Et une fois qu'ils ont fait l'enquête, soit c'était identifiable et puis ils peuvent verbaliser ou alors faire un petit courrier aux contrevenants. Soit ça ne l'était pas. Mais dans tous les cas, ils nous tiennent au courant pour que nous, on passe et qu'on enlève le dépôt. Tu veux compléter ? Oui, juste pour compléter. Oui, effectivement. Et en plus, l'avantage de se faire cette petite procédure qui en réalité n'aboutit pas souvent, parce que le problème des dépôts sauvages, c'est que la majeure partie du temps, ils ne sont pas identifiables. Vous voyez, l'année dernière, on en a fait 2176 quand même, identifiables, donc contravention. Mais
sur la quantité, peu sont identifiables. Sauf que lorsque on met un peu de rubalise, lorsqu'on met enquête en cours, ça peut avoir un impact psychologique. C'est-à-dire que la personne qui a déposé, elle se dit mince, je risque quand même d'être identifié si on m'a vu. C'est un peu ça, c'est un petit peu le côté psychologique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on travaille donc avec Monsieur Pinet. Non, mais peut-être vous n'y croyez pas. Je pense que c'est un impact effectivement qui est intéressant sur les gens. Oui. Après, nous, on tente des choses, hein, on essaie de faire le mieux possible. De la même manière, si vous voulez, quand il y a des sacs qui traînent au pied des corbeilles, les agents ouvrent le sac, essayent de voir s'il y a une adresse. Avec souvent il y a une enveloppe avec une adresse et là ce que l'on fait effectivement on ne peut pas verbaliser parce qu'on n'est pas sûr que le sac appartienne vraiment à la personne, mais par contre on envoie ça à la mairie à Monsieur Pinet qui fait un courrier à la personne en indiquant qu'effectivement un sac a été trouvé au pied et qu'effectivement il faut faire attention. Vous voyez, donc il y a des actions qui sont conduites. Ça, bon, les gens ne le savent pas. Mais voilà, donc tout est fait pour que on réduise au maximum toutes ces incivilités. Après, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres un petit peu moins. Et pour répondre à monsieur, par exemple, qui m'avait interpellé pour, vous savez, pour l'histoire des déjections canines, effectivement, quand il y a une rue à chiens, souvent ce sont des petites rues ou des coins qui sont un petit peu en retrait, où la propreté forcément ne va pas... ne pense pas peut-être à aller ou enfin pas partie. Oui, vous y allez quand même, d'accord. Mais par exemple, si demain, quand vous pourrez appeler la circonscription, ce que l'on fera, on enverra une équipe. Bon, qui va rester un petit peu, mais elle va pas pouvoir passer toute la semaine sur la plate-bande. Par contre, ce qu'elle fera un petit compte rendu. Moi, j'appellerai Madame Haute, qui enverra une équipe et qui nettoiera. Donc vous verrez qu'il y a un résultat. Donc vous voyez, c'est ça un petit peu la démarche de proximité. C'est-à-dire que si on parvient pas à verbaliser, on va au moins nettoyer. Voilà l'idée. Oui, Alphée. Voilà. Ah, oui. Pardon. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Moi, c'était plus par rapport au logement. En fait, j'avais une question. Il y a ce document-là qui circule, la Locannonce. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a donc des logements qui sont proposés, mais il y en a très peu. Et il y en a notamment dans le 15e arrondissement. Et je voulais savoir si ça dépendait de... C'était la ville de Paris, c'est ça ou... Locannonce, c'est une plateforme effectivement pour proposer des appartements qui ne sont pas du tout gérés par les mairies d'arrondissement. C'est effectivement une plateforme qui a été mise en place par la mairie de Paris. Donc voilà, pour tout ce qui est demande sur les questions de logement, il vaut mieux se rapprocher du service directement à la mairie de Paris. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, excusez-moi, je me décale un peu parce que c'était... je voulais faire un tout petit retour sur un sujet sécurité et c'était en réponse à ce que M. Gomez avait dit tout à l'heure. Moi, j'alerte quand même mes anciens collègues et néanmoins concitoyens du conseil de quartier sur un point. C'est que dans tous nos travaux, au cours de ces dernières années, on a identifié qu'il y avait un problème qui était de l'infrapénal, de l'infrajudiciaire, qui était de la nuisance de tous les jours. Et je pense que ce problème-là, il appelle avant tout... moi, j'ai toujours, vous m'avez entendu plusieurs fois le dire, appelé à la création d'un corps d'agents ou en tout cas des recrutements qui permettraient d'être sur le terrain. On a eu dans les années 2000 ce qu'on appelait la police de proximité à l'époque. Il y a eu une autre doctrine d'emploi qui a été utilisée parce qu'on a voulu élucider plus de crimes. C'était la politique de l'époque. Dans la même période, on a beaucoup diminué les effectifs de la police nationale aujourd'hui et c'est ce dont on fait les frais également. Monsieur Gomez, vous disiez tout à l'heure, en fait, il y a la gendarmerie, la police nationale et la police municipale, c'est un peu les trois entités. Moi, j'alerte quand même sur un point, c'est que la vocation de ces agents, et je pense de vos hommes et de vos femmes qui sont sous votre responsabilité, c'est d'instaurer ce que ne sera jamais capable de faire la police nationale hors doctrine d'emploi de police de proximité, c'est un dialogue avec la population. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que, Marie, quand vous disiez tout à l'heure, à juste titre, mais est-ce qu'on va pouvoir les appeler toute la journée, etc., justement, à un moment donné, il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que la police nationale, elle est là pour le pénal, pour le judiciaire, elle est là pour tout ce qui relève du délit.
Je pense que le corps municipal, qui soit appelé police ou autre chose, il n'est pas là pour être une force d'appoint des forces de police, parce que tout ça, ça participe de la même logique, c'est qu'au fond, on diminue les forces de l'ordre au niveau de l'État, et puis ensuite on demande que des agents municipaux fassent leur travail. C'est pour ça que je pense, j'aurais aimé que M. Goujon soit là pour le dire, mais moi en l'occurrence sur l'armement, je considère que s'il y a un corps d'agents municipaux qui doivent s'occuper de questions de tranquillité publique, ils ne doivent pas être armés. Je considère que le tonfa, c'est une bonne chose, parce qu'ils doivent pouvoir se défendre, mais ils sont là pour incarner autre chose, et je pense que profondément, leur vocation sociale et de tranquillité publique, elle doit être au service d'autre chose que, pardonnez-moi l'expression, mais il faut être dans la désescalade, quoi. C'est le corps de désescalade. Arriver avec une arme au côté, on rentre tout de suite dans un autre rapport. Donc je pense que c'est absolument nécessaire. Je pense qu'il y a des recrutements qui sont faits. Est-ce qu'ils seront suffisants? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que pour être présent sur le terrain, il faut être nombreux. Moi, je crois que ce corps, il a de l'intérêt en sa qualité de DPSP aujourd'hui. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je crois que c'est le sigle. Il a une vraie vocation, et cette vocation-là, il doit la conserver. C'est un peu ce que tu disais, Raymond, il me semble. Mais voilà, il fait un travail aujourd'hui. Ce travail doit être approfondi, sans doute élargi sur le terrain. Et c'est justement parce que c'est pas de la pure répression qu'il a un autre contact aussi avec les habitants, et qui peut avoir une autre vocation que n'a pas et que n'aura jamais, je pense, la police nationale. Enfin, c'est en tout cas quelque chose que je voulais partager avec vous dans la poursuite de nos travaux. Merci. Une autre question. On va garder un petit quart d'heure quand même pour le dernier sujet, qui est le petit budget, le budget participatif 2019. Donc on prend encore une dernière question sur ces En fait, c'est pas une question, ce serait plutôt deux suggestions. Oui. Pour le problème des mégots, il y avait des stations de ski à un moment donné qui donnaient des boîtes métalliques aux gens qui prenaient un forfait de ski, et les skieurs étaient censés mettre leurs mégots dans les boîtes métalliques en question. Est-ce que ça ne serait pas une idée relativement bête et qui aurait peut-être un petit impact en le faisant distribuer par les marchands de cigarettes ? Que la mairie de Paris distribue des boîtes métalliques, et que les vendeurs de cigarettes donnent ceci à chacun des gens qui leur en achètent, et peut-être il y en a qui vont s'en servir. Et la deuxième remarque ou suggestion, c'est dans un certain nombre de stations de métro, on voit 2 corbeilles, donc ça incite quand même à faire un certain tri. D'ailleurs, sur certaines, on sait ce qu'il faut mettre dans celle qui a le rond jaune et ce qu'il faut mettre dans l'autre. C'est pas le cas pour les corbeilles qui sont disséminées dans la ville, ce qui fait que du coup, j'imagine que tout ce que vous avez dans les corbeilles, ça part au tout venant, alors qu'en fait, c'est très souvent des canettes ou des papiers. Donc, ça serait des trucs qui seraient faciles à trier, et ça permettrait d'éviter de gaspiller plus. Alors, je sais que ça coûterait cher de refaire des infrastructures avec 2 trous et demander aux gens de mettre 2 sacs, mais bon. Je sais pas. Alors, sur les mégots, on a distribué des cendriers de poche. Il y en avait de la mairie de Paris. Il y a aussi la mairie du 15e, d'ailleurs, qui avait fait ses propres cendriers de poche et qu'on a distribué lors des opérations de sensibilisation sur les mégots. A priori, on en a toujours. Maintenant, on les distribue quand il y a des campagnes spécifiques. Pour ce qui est des vendeurs de tabac, ça peut être une suggestion, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Tous les fumeurs, oui. Oui, c'est ça. Et sur les corbeilles de rue, en fait, oui, pour l'instant, c'est vrai que ça ne se fait pas sur la voie publique. Ça se fait dans les parcs. Dans les parcs, il y a le tri. Pourquoi on le fait pas sur voie publique? C'est pas vraiment, c'est même pas du tout une question de coût. Il y a 2 choses. Donc, les déchets qu'on peut mettre dans le bac jaune. Tout à l'heure, je vous ai dit, donc il y a le plastique. Maintenant, on peut mettre les sacs plastiques. Néanmoins, il faut que ce soit en vrac. Donc, ça veut dire que si on met des sacs sur la voie publique, au moment où on fera la collecte, il faudra que les rippers ils vident le sac dans la benne avant de jeter le sac. Donc ça, c'est une première contrainte. Mais là, le vrai problème, en fait, c'est que déjà, on a énormément de mal à faire respecter les consignes de tri dans les immeubles, et que sur voie publique, ça fonctionne pas. Enfin, quand je vous dis ça fonctionne pas, par exemple, à la RATP, je sais pas s'ils le font encore, ce tri, mais de ce qu'on avait comme retour, c'est qu'en fait, ils étaient obligés
de tout mettre dans les bacs verts parce que finalement le tri n'était pas respecté du tout. Mais c'est pour ça que j'étais étonné. Je vous disais, il y a des jaunes et il y a des verts. C'est vrai que le centre où je travaille, c'est un espace avec un parc autour. Donc c'est les deux. Donc c'est un petit peu ubuesque. Parfois, celle-ci, à 2 mètres près, elle dépend d'un service, donc elle est ramassée, pas l'autre. Mais bon. Par contre, ce que je puis dire, c'est que sur le jardin blanc, il y a des poubelles jaunes et des poubelles vertes qui sont, d'ailleurs, elles sont doubles à chaque fois et c'est plutôt bien respecté. Je crois que dans les jardins, ça marche plutôt bien. C'est pour ça qu'elles y sont. Là, on dit jardin, mais c'est une rue, c'est Cévennes, la bibliothèque, c'est un passage. Donc, on est un petit peu les deux, mais ça fonctionne plutôt pas mal d'expérience. Les poubelles sont respectées, utilisées comme telles. Je vous crois, hein, mais je peux vous garantir que le tri reste très 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 mal fait à Paris, hein. Et dans les immeubles y compris. Hein. Autour des là, ça va aller beaucoup mieux parce que comme les consignes de tri sont simplifiées, il y aura moins d'erreurs. Néanmoins, on retrouve quand même beaucoup d'ordures ménagères et de déchets qui n'ont rien à faire dans le bac jaune et qui sont, on refuse pas tant que ça de bac à la collecte, alors parce que tout simplement déjà les agents qui font la collecte ne doivent pas fouiller dans le bac pour vérifier que c'est bien fait. Ils ouvrent juste le couvercle, ils regardent. Si au-dessus ça paraît bien trié, ils le vident. Néanmoins, il y a souvent des problèmes en dessous. Et il faut savoir que les erreurs de tri, elles coûtent cher à la ville de Paris et donc à tout le monde. Puisque quand il y a trop d'erreurs de tri dans une benne et qu'elle va vider au centre de tri, la benne est refusée par le SICTOM, qui est le syndicat qui traite les déchets. Et du coup, elle est renvoyée au centre d'incinération. Et il y a 2 choses. C'est qu'en fait, on paye l'incinération qu'on n'aurait pas dû payer au départ. Mais en plus, la subvention qui est reversée au SICTOM, qui est reversée par le SICTOM à la ville de Paris, n'est pas versée. Et donc, c'est une double perte. Mais il faut savoir que le tri est très mal fait, que pour l'instant, les corbeilles de rue, c'est pas prévu que le tri soit fait prochainement. En revanche, ce qui est prévu, c'est le test de cendrier sur l'espace public mis en place par la mairie de Paris. Aujourd'hui, on le fait pas. Les corbeilles de rue sont dotées d'éteignoirs pour éteindre les mégots, puis jetées dans la corbeille. Bon, ça commence à être un peu plus su, mais c'est toujours insuffisamment exploité. Donc là, on va faire un essai d'installer des cendriers sur la voie publique. Mais en petit nombre, c'est un essai. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore où est-ce qu'on va les mettre dans le 15e. Mais... La poubelle, l'éteignoir me paraît parfaitement bien. En ce qui concerne le tri à Paris, moi je trouve qu'à Paris, c'est plutôt simple de faire n'importe quoi. Moi je vis pas mal de temps en province. Je vous assure que dans ma commune, ça coûte une fortune. On est personnellement responsable, on est pesé individuellement dans ce que nous déposons et pénalement et personnellement et financièrement responsable de ce que nous mettons. Et je vous assure que ce que je vois à Paris, c'est une catastrophe. Ce qui se fait, la province est 10 ans en avance sur Paris. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à Paris ça marche pas? Pourquoi on n'avance pas plus vite? Pourquoi c'est si simple à Paris de faire n'importe quoi? Je vous assure qu'en province, c'est pesé individuellement. Et vous payez en fonction de ce que vous jetez. Et si on trouve dans votre bac, vous allez être financièrement responsable. Eh bien, ça calme tout le monde très très vite. Alors ça pour le coup, c'est un choix politique. Donc le pourquoi, je n'y répondrai pas parce que... J'ai dit la province. La province, elle n'est pas politique, elle est province. Je ne décide pas ce genre de choses. En revanche, ce qui est compliqué à Paris, c'est qu'on a énormément d'habitat collectif et que... Oui, mais c'est pas si simple que ça. La taxe... En l'occurrence, ce dont vous parlez, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative, où il y a une partie qui est liée au poids des déchets. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour de la maire de Paris. Si demain ça l'est, on s'organisera pour que ça le soit. Aujourd'hui, ça ne sera pas fait en tout cas. Mais c'est vrai qu'en termes de... On parle d'écologie, on parle de propreté, on parle de plein de choses. Ça me paraît être la première des priorités. Et Paris en parle beaucoup, mais fait peu. Par rapport à ce que j'ai pu voir en province et ce qu'on vit au quotidien. Si les pratiques parisiennes, si on les met en place en province, je vous assure que ça passe pas du tout. Alors, fait peu. Je peux pas vous laisser dire qu'on fait peu. En revanche, il y a des choix qui sont faits, qui sont des choix politiques. Il y a sur l'incitation financière
aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. En revanche, il y a plein d'autres actions qui sont menées, qui sont des actions de sensibilisation, qui sont des actions de, tout à l'heure on en parlait, de renforcement de la dotation, trouver des exutoires supplémentaires. Dans le 15e, on a une déchetterie. Pour l'instant, c'est pas le cas sur tout Paris. L'objectif, c'est d'avoir au moins une déchetterie par arrondissement. Dans le 15e, on vise une 2e déchetterie. Donc, il y a quand même tout un tas d'actions qui sont menées. Elles sont insuffisantes puisque les résultats ne sont pas là, mais il y a des actions qui sont menées. Merci. Bon, il nous reste 5 minutes, je pense, donc je vais passer le micro à Lisa Gall. Alors, juste sur la propreté, j'avais juste une dernière chose à ajouter. Tout à l'heure, monsieur le maire n'a pas forcément eu le temps d'en parler. Il y a quelque chose sur lequel on se bat beaucoup, que nous avons à cœur aussi. Ce serait bien évidemment de pouvoir récupérer cette délégation de propreté, qu'elle soit décentralisée, puisque là, actuellement, la propreté est gérée par la mairie de Paris, alors que véritablement, les questions de propreté sont des questions ultra locales. Chaque maire d'arrondissement en fait l'expérience. C'est ce que me disait monsieur le maire tout à l'heure. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui serait vraiment important pour nous, de pouvoir que le maire d'arrondissement ait les pleins pouvoirs aussi sur toutes les questions de propreté. Donc ça, c'est quelque chose aussi, on pense, qui pourrait aider finalement la ville à devenir plus propre si c'était un peu plus délocalisé. Voilà. Alors, en 5 minutes, parce que je sais que tout le monde est pressé, juste, on voulait vous faire un tout petit point sur le budget participatif. Comme vous savez que c'est très important, on parle quand même de 426 millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Je voulais juste aller très très vite pour vous faire un petit rappel. Ce que le quartier ici a fait en 2014, on a eu cultiver dans les écoles et trier ses déchets au plus près. Sujet bien abordé ce soir. En 2015, des équipements innovants pour les écoles, du verre à tous les étages. 2016, on a fait relier les parcs André Citroën et Georges Brassens à vélo, des jeux et loisirs dans les parcs et squares du 15e, végétaliser les murs et les toits dans le 15e. Donc on est beaucoup sur la végétalisation. 2017, plus de sport dans le 15e. 2018, donc plus proche de nous. On a eu encore plus de fruits et de légumes bio dans le 15e, des sports et loisirs au parc Suzanne Langlaine, des nouvelles rues intelligentes pour le 15e et embellir les écoles. Donc voilà, ça c'est les projets qui ont été portés les années précédentes. Donc vous voyez que c'est très riche, on a beaucoup de choses qui se passent à la fois dans le 15e et dans votre quartier. D'ailleurs, petite fierté, le 15e est quand même sur le podium avec... en étant le premier arrondissement à déposer le plus de propositions au budget participatif. Un petit point calendrier. En ce moment, on est sur la période où vous pouvez consulter les projets proposés et on est dans la période d'étude de la faisabilité des projets qui ont été faits. D'accord. Et à partir du mois de septembre, vous vous rappelez, c'est le moment où on peut commencer à voter pour les projets. Donc là, s'il y a des projets pour le quartier, surtout, il faut foncer et faire voter un maximum. Pour le 2019, pour le budget participatif 2019, dans ce conseil de quartier, on a proposé mieux éclairer et rendre accessible aux handicapés le quai. Voilà, pour avoir une promenade plus agréable. Donc n'hésitez pas, si ce projet est gardé, à voter pour ce projet à partir du mois de septembre. Donc voilà, et puis vous savez que vous pouvez aller sur Internet pour voir tout ce qui concerne ce budget participatif, tout ce qui a été fait, tout ce qui est proposé. Voilà. Merci beaucoup. Madame la Présidente, le mot de la fin. Merci beaucoup. Écoutez, alors, juste un petit mot. Je vais vous donner la date de notre fête de conseil de quartier qui aura lieu le 15 juin, si je ne m'abuse. C'est quoi comme jour ? C'est quoi comme jour ? Un samedi. Un samedi. Voilà. Donc on va essayer de faire passer des flyers, vous tenir au courant de ce qui s'y passera. Mais enfin, on a un petit projet sympathique, je pense. Donc on espère vous y voir nombreux, mais on fera passer une communication, une information par l'intermédiaire des commerçants et de l'affichage. Voilà, merci beaucoup.